Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Radio H2O, Siteclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Le Réveil des Fans.com. Spectre 5 to Ghost, going in now. Bienvenue à Star Wars en direct, Rebels. Look, I work alone. How about a little less attitude and a little more altitude? Le podcast de discussion et de commentaires sur la série animée Star Wars Rebels. I need to be ready to take off or none of us stands a chance. Care to blast one of those ties out of the galaxy? I don't think anyone would object. Shields down. Chopper, fix them! My name's Zeb. It's possible I may be a little late. Wait, are you fighting stormtroopers? What makes you say that? Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 5e édition spéciale Rebels, enregistrée donc le mardi 8 décembre 2015. Aujourd'hui, eh bien, nous allons consacrer notre émission aux premiers épisodes, on va dire la première grande partie de la saison, c'est-à-dire au premier tiers de la saison, en omettant bien évidemment l'épisode pilote qui avait été présenté cet été et qui avait déjà été chroniqué dans Star Wars Rebels numéro 4. Je suis Thomas et pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Et puis nous avons également Loïc qui nous avait rejoint déjà pour la Star Wars en direct 114 et qui fait partie de la 501e. Bonjour Loïc. Bonjour tout le monde. Alors rapidement, on va faire notre petit What's Up Geek Star Wars. Si vous avez quelque chose à dire concernant déjà Star Wars Rebels ou même concernant Star Wars, je vous écoute rapidement. Eh ben moi, peu de choses depuis la dernière fois, si ce n'est grosse préparation du côté des animations des cinémas pour maintenant 8 jours, il nous reste, donc beaucoup de choses encore à voir. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait de Star Wars ces derniers temps. D'accord, parce qu'on imagine que la 501e va être présente justement dans les cinémas, c'est ça ? Le plus possible, il y aura beaucoup d'événements locaux. Et bien sûr le gros événement dont on parlait la dernière fois dans l'émission 114 qui sera évidemment à Disneyland Paris où nous serons également présents. Et donc sur plusieurs jours au niveau local ? Des fois oui, des fois non, tout dépend des arrangements avec les cinémas, de ce qui a été convenu. Là il est difficile de faire un listing de toutes les animations parce qu'elles sont vraiment chacune ciblées en fonction de ce que la direction de chaque cinéma souhaitait avoir ce jour-là. D'accord. Si j'en profite, si jamais tu avais un listing des événements locaux qui pourrait y avoir un peu partout dans la France, que ce soit à Paris ou en province, n'hésite pas à nous faire un petit listing qu'on pourrait d'ailleurs communiquer sur le site de Star Wars en direct ou sur le lien Facebook pour justement pour en profiter pour prévenir les gens, quoi. Et ben c'est une très bonne idée et comme c'était prévu, je n'omettrai pas de le faire suivre. Parfait. Céline ? Moi j'ai rattrapé tout Star Wars Rebels parce que j'avais pas du tout démarré la saison 2 et j'ai profité que ça passait sur Disney Channel pour tous les regarder. Voilà, donc 2 par semaine. Bon rythme. D'accord. Bon d'accord, il y a plus effréné encore comme rythme que 2 épisodes par semaine. Oui, ça va. Bon, ok, très bien. Donc on va pouvoir savoir juste après ce que tu en as pensé. Alors moi me concernant, bien sûr, évidemment j'ai continué les Star Wars Rebels. Un plus, on a pu attaquer quand même les cadeaux du 24 décembre. Donc du coup forcément ça s'est bien orienté dans les magasins sur le thème de Star Wars. Donc on attend impatiemment et notamment le truc marrant pour mon pieu, ça va être le BB-8 télécommandé là. Je pense qu'on va rigoler. Donc j'ai pris bien évidemment pas la version à 160€ qui va casser au bout d'une pelle dans les escaliers, mais la version plastoc avec la télécommande. Ah bon ? La version Hasbro. Exactement, voilà, je crois que c'est Hasbro qui doit faire ça. Et d'ailleurs, il est un peu plus gros, quoi. Oui. Et sinon, autre chose, aujourd'hui, je me suis fait la remarque. Donc du coup, quand on arrive le mercredi, ils nous changent en fait les affiches. Donc quand on est dans les grandes villes, on va dire entre guillemets, les affiches de ciné, vous savez, celles qui passent sur les écrans de 3 affiches qui déroulent. Et là, ça y est, on a les mêmes images qu'on voyait. On a l'affiche et puis les fameuses les posters personnages. Les posters personnages, voilà, qu'on voit. Et donc là, j'étais au feu et je vois un gros Han Solo, donc la photo que j'avais sur mon fond d'écran.
Et je me dis, ouais, ça y est les gars, ça y est, on y est. Ça avait un côté, j'ai trouvé un peu science-fiction, quoi, dans le sens où ça paraît tellement surnaturel de se dire que ça y est, on va avoir du Star Wars au cinéma. La promo est là et ça fait vraiment bizarre, quoi. J'avais l'impression qu'on reverrait plus jamais ce genre de truc. Et le fait de s'y sentir, je me rappelle qu'à l'époque de l'épisode 3, moi j'avais gardé tout. J'ai pas mal d'espèces de produits dérivés, de boîtes à la con qu'on trouvait dans les grandes surfaces, ou même je me rappelle avoir filmé même j'y repense maintenant, le texte déroulant quand j'étais au cinéma en me disant voilà, c'est la dernière fois qu'on voit Star Wars au cinéma, parce que tonton Lucas avait dit ça. En fait là je me dis putain, on va revivre le truc alors que normalement c'était acté, que c'était fini. Donc voilà, c'est le truc inespéré qui arrive alors que ça devait plus arriver. Ça fait un peu bizarre. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu ce que j'essaye de vous dire là-dessus. Mais j'ai exactement le même feeling que toi, le même ressenti, même si j'ai pas encore vu la promo démarrer dans ma ville. Ouais. Au niveau du feeling de me dire dans 8 jours je serai au cinéma, dans 8 jours j'aurai vu le film, ça me semble totalement surréaliste, vraiment presque de l'ordre du rêve, et du bon rêve pour le coup. Ouais, c'est vraiment cette sensation là, le truc surréaliste, quoi. Donc moi je continue à me mater mes Star Wars Rebels, mais je pense même plus à me dire ouais c'est déjà bientôt, ça fait 2 ans qu'on en parle, plus de 2 ans qu'on parle de ce film sur Star Wars en direct, et on a l'impression que ça n'arrivera jamais, et en fait on y est, quoi. En fait c'est demain. La semaine prochaine, ouais c'est ça. Oui Céline. C'est la semaine prochaine. Ouais. Et je voulais ajouter que c'est vrai que c'est un Star Wars qui sort, mais encore plus c'est un Star Wars avec le trio original, quoi. Ouais, donc, exactement. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui revient sur la trilogie originale. C'est encore plus Star Wars, quoi. Non, je suis tout à fait d'accord. Et en plus de voir Harrison Ford, de voir Han Solo sur une pub, enfin c'est le truc. Han Solo, tu le voyais que en fait en de visuel sur les romans de l'univers étendu ou en BD, quoi. C'est tout, quoi. Là, tu vois. C'est le truc qu'on pensait jamais réalisable. Il y a quelques années. Ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment hallucinant, quoi. Enfin, bon, voilà, on vient. Je pense que dans nos auditeurs, nombreux sont ceux qui aussi ont du mal à réaliser que c'est demain, que c'est bientôt, que ça y est, ça redémarre, parce que là c'est que le début en fait. Nous on voit ça aussi comme une finalité parce que ça arrive après 2 ans d'attente. Mais en fait non, c'est juste la finalité du début. Oui, parce que finalement la promo s'est arrêtée un petit peu enfin n'a pas commencé sur les autres films, mais le Star Wars Story là, il est déjà commencé de tourner largement. Enfin, je veux dire, si on n'avait pas l'épisode 7 et s'il coupait pas le reste de la promo, l'épisode 8 va commencer de tourner bientôt. Finalement, tout est déjà lancé. Donc là, il nous cache juste la suite. C'est-à-dire qu'on va à peine se remettre de la première claque de l'épisode 7 que ça va rattaquer de plus belle avec d'autres trucs. Enfin, et même avec Rogue One qui va nous replonger aussi dans l'univers de la trilogie originale. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est pas rien non plus. Et on en a pour 10 ans, quoi, globalement. Ouf, et le reste. Mais ouais, on va dire pour le premier bloc, ça sera bien 10 ans. C'est un truc de fou, quand même. Mais bon, on va essayer quand même de donner de l'engouement à Star Wars Rebels, parce que bien évidemment à côté, ça fait pâle un peu, mais on va se lancer. Donc là, on est sans spoiler. Enfin, on va dire plutôt qu'on est spoilers dans le sens où on peut se permettre de raconter ce qui se passe dans les épisodes, étant donné que ils sont tous déjà sortis depuis au moins plus d'une semaine, y compris en VF. Donc là, on a le droit de dire ce qu'on veut on a le droit de donner la fin, de dire qu'un personnage meurt ou pas. Et puis, juste avant qu'on se lance justement dans notre rubrique Hyperespace, je vais remercier nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Solonet, SiteClan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Le Réveil des Fans et Radio H2O. Et donc tout de suite, nous passons en rubrique Hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors donc pour commencer donc sur notre Star Wars Rebels, bon on n'a pas énormément de news, mais on en a quand même appris que la saison 3 de Star Wars Rebels donc avait été officialisée et relancée. Ça arrive un peu plus tard quand même que de mémoire, hein, la confirmation de la saison 2 à l'époque, parce que je crois que la saison 2 avait été officialisée, je crois dès le début du pilote, hein, ou quelque chose comme ça, mais assez tôt. Bon là ça arrive un poil plus tard, mais bon on s'y attendait, hein, de toute façon. Star Wars Rebels est un vrai carton déjà au niveau de la diffusion.
Ensuite, au niveau des produits dérivés, on n'a qu'à le voir, dans nos supermarchés et autres magasins spécialisés, ça se vend énormément. Et puis même au niveau de la critique, c'est plutôt bien apprécié. D'ailleurs, peut-être même plus que The Clone Wars. Bon, on aura toujours quelques personnes qui se heurteront, qui diront que c'est moins bien que les films, mais bien évidemment. Donc du coup, voilà, en ce qui me concerne, sans surprise. Vous-même ? Moi non plus, c'est pas une surprise, et peut-être que la confirmation plus tardive vient aussi du fait qu'il y a 22 épisodes dans cette saison. Mais ce que j'aimerais vraiment, et ce que The Clone Wars ne faisait pas, c'est que ça comble. On nous a dit que, je crois, si mes souvenirs sont justes, que le Star Wars Rebels commençait 3 ans ou 4 ans avant épisode 4. J'aimerais que chaque saison représente une année, et que au bout de 3 ou 4 saisons, elle laisse sa place, ou qu'elle continue dans la continuité de l'après bataille de l'Étoile Noire. Voilà. Moi, c'est vraiment la grosse peur que j'ai, c'est que ça s'étale comme le faisait The Clone Wars, et sur une temporalité limitée, ce serait bien qu'il y ait quelque chose de cohérent. Céline ? C'est vrai qu'on n'a pas trop la notion du temps dans la série, mais il y a quand même de l'évolution. Oui, il y a de l'évolution. Que la rébellion se met en place, a vraiment un petit côté sympa et très raccroché à la trilogie originale, et je trouve ça a une bonne saveur pour ça. Alors effectivement, il y a une évolution en termes de scénario, on l'a bien vu, déjà saison 1, c'était le petit groupe, là après deuxième phase, ils intègrent la rébellion. On peut espérer que qu'il continuera à y avoir des phases, mais effectivement, comme tu le dis, c'est important qu'il y ait une échelle temporelle, puisque c'est ça qui va nous permettre de savoir où on se situe, et après éventuellement de faire de liens avec les autres médias qui vont être utilisés dans Star Wars, dans l'univers canon. On peut imaginer qu'il va certainement y avoir de la BD, du roman ou même du jeu vidéo qui vont se placer, et c'est vrai que ce serait pas mal. Alors, pour aller dans ton sens, Loïc, et peut-être te rassurer, il avait été annoncé que Star Wars Rebels, à l'époque où il l'avait sorti, ne dépasserait pas quand même les 3 ou 4 saisons maximum. C'est ce qui avait été annoncé. Ouais, voilà, c'est entre l'annonce et ce qui va se passer effectivement en fonction des différents retours, en fonction des différentes audiences. J'ai peur que la promesse soit pas toujours tenue. Alors, en ce qui concernait The Clone Wars, ils avaient annoncé entre 100 et 120 épisodes. Et bon, finalement, on s'y est tenu. Peut-être que si Disney n'avait pas racheté Lucasfilm, peut-être que ça aurait duré plus longtemps, plus que 120 épisodes. Mais dans l'idée, voilà, c'était annoncé et c'était fait. Et a priori, donc ça devrait être 3 ou 4 saisons, ce qui n'empêche pas, comme tu le dis, qu'ils peuvent refaire une autre série qui réutiliserait les personnages. Tout à fait. Après, cette nouvelle série qui suit, parce qu'ils ont bien dit que du coup, quand Star Wars Rebels s'arrêterait, donc c'était une saison courte, et si on regarde bien, qui durerait 2 ou 3 saisons, donc ça veut dire 2 ou 3 ans, c'était le temps en fait que la nouvelle trilogie et le nouveau film soient lancés. Alors peut-être qu'après on réutilisera nos personnages de Star Wars Rebels dans cette période après l'épisode 4, mais peut-être aussi qu'on aura un suivi avec une série qui pourrait par exemple se dérouler 30 ans après l'épisode 6, quoi. Donc c'est-à-dire il y avait dans les rumeurs il y a quelques temps déjà la possibilité d'une série d'animation qui prendrait la suite de Rebels et qui se déroulerait après le retour du Jedi. Voilà, entre le 6 et le 7. Voilà. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je vois pas non plus Star Wars Rebels s'étaler sur 10 ans, quoi. Et puis surtout, on verra bien dans nos commentaires, mais il y a un moment où s'ils sont trop coincés dans le temps, ils vont avoir des épisodes qui tournent en rond et qui n'apportent rien. Ouais, et ce serait bien que la série soit finie, quoi. Et voilà. Qu'il y ait une vraie fin. Exactement. Contrairement à The Clone Wars qui n'avait pas eu de vraie fin, donc et puis on verra dans nos commentaires, mais je soupçonne quand même quelques moments, le début de certains épisodes qui vont peut-être être un petit peu dans cette veine-là. Donc on va en voir, on va pouvoir tout de suite en parler puisque nous allons attaquer tout de suite la critique de nos 7 premiers épisodes. Alors justement, quand j'entends les 7 premiers épisodes, donc il faut les numéroter, il y a tout un grand débat justement qui arrive sur la numérotation des épisodes, à savoir que pour la saison 1, on avait un épisode pilote de 40 minutes qui s'appelait l'épisode 0, et ensuite nous avions 13 épisodes. On avait déjà vu qu'à l'époque, il y avait des problèmes de numérotation, puisque certains considéraient que l'épisode pilote était l'épisode 1. Voire l'épisode 1 et 2. Et voilà, et que le 1 était le 2, c'est-à-dire... et puis donc, du coup, on avait 14 épisodes. Donc, suivant les sites sur lesquels vous vous dirigez, on va avoir différentes visions des choses. Moi, je vous propose... alors moi, c'est la
version que j'ai choisie pour numéroter moi mes épisodes, hein, pour savoir où j'en suis. J'ai numéroté, j'ai fait comme pour la première saison. Le siège de Lothal étant sorti 2 mois avant, j'ai considéré que c'était l'épisode pilote, en plus qu'il n'avait pas le même format, un petit peu comme The Clone Wars. Vous savez, le film qui était sorti était l'épisode pilote et n'était pas numéroté. Donc j'ai repris le même concept, c'est-à-dire que le siège de Lothal est l'épisode 0. Et puis comme en plus, d'un point de vue comptage, on va dire que ce sera plus simple dans nos émissions de recommencer à partir de l'épisode 1, surtout pour cet épisode-là. Donc à savoir que les commandants perdus seraient donc l'épisode 1 et ainsi de suite. Ça vous convient ? Tout à fait. Tout à fait. Comment vous les numérotez, vous, de votre côté Personnellement, je les numérote comme ils viennent et puis parfois j'ai des doublons, donc en fonction du site où je les choisis, des fois j'ai un doublon, mais je sais que globalement si je vais les chercher le lundi, le dernier épisode est le nouvel épisode que je n'ai pas vu, ce qui facilite les choses. D'accord. Et vous les regardez plutôt en VF ou VO ? VF. J'avais commencé la VO sous-titrée et puis tout à coup ils ont été disponibles en VF et plus en VO, donc je suis repassé à la VF. D'accord. Ok. Bon, moi de mon côté c'est aussi la VF, hein, de toute façon. Du coup, ne serait-ce que pour pouvoir les regarder en famille, on va dire. Donc, oui. le premier épisode, donc les commandants perdus. Donc, c'est un épisode finalement qui nous avait été pas mal teasé en fait par la bande-annonce, puisque dans la bande-annonce, en fait, on voyait énormément d'éléments là-dessus. Donc, c'est l'arrivée justement de ces 3 clones. Donc, le synopsis est le suivant, c'est-à-dire qu'on a l'équipage rebelle de Kanan, hein, donc qui a rejoint l'Alliance, et donc ils sont parmi l'Alliance, et Ahsoka leur demande d'aller chercher, d'aller recruter un héros de guerre, un vétéran qui serait très utile en fait pour l'Alliance parce qu'il a des capacités de leader, etc. Sauf que le synopsis tel qu'il était donné, c'est ils ont des problèmes lorsqu'ils découvrent que ce héros est un vieux clone, donc en l'occurrence le commandant Rex. Donc du coup, ils vont arriver donc pour repérer ce clone. On devait tous un peu s'en douter que c'était. Est-ce que vous doutiez déjà les uns les autres que c'était déjà que c'était Rex le personnage en question? Alors moi j'ai pas vu Clone Wars, donc du coup je connaissais pas ce personnage-là, mais c'est vrai que j'avais vu la bande-annonce et j'ai vu que c'était un clone. Moi, je crois que la bande-annonce laissait peu de possibilités de penser à un autre clone. En tout cas, pour ceux qui avaient suivi la série The Clone Wars, sachant que Dave Filoni, dans de nombreuses interviews, avait laissé sous-entendre que des intrigues sous-jacentes de The Clone Wars seraient peut-être terminées avec Star Wars Rebels. Puis, avec la fin de la saison 1, l'arrivée d'Ahsoka, ça semblait légitime que dans ces clones, il y ait au moins le Capitaine Rex. Alors... Du coup, quand il parlait, alors il n'avait pas précisé que c'était un clone. Ahsoka ne lui précise pas que c'est un clone à Kanan. D'où sa surprise quand il se rend compte que c'est un clone. Parce que, on le sentira dans les épisodes, il peut pas le blairer. Alors, ne serait-ce que pour l'effet de surprise, moi, mon ami qui regarde pas l'actualité Star Wars, mais qui apprécie quand même, quand on a regardé l'épisode, on était tous les uns les autres, et on me dit, ils vont aller chercher Obi-Wan. Et quand on parle d'un leader, de la guerre, de machin, etc., d'en avoir parlé avec des personnes qui apprécient mais sans vraiment suivre tous les spoilers et compagnie, il y a eu une vraie surprise dans le fait que ce soit Rex et un peu une forme de déception parce que tout le monde s'attendait à tomber sur Obi-Wan Kenobi, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il laisse à penser le dialogue que ce serait quelqu'un qu'on connaît, et pour les gens qui n'ont pas vu Clone Wars, forcément ils pensent pas à Rex, donc ils pensent facilement à Obi-Wan ou Yoda ou je sais pas, Chewbacca. C'est vrai que moi j'ai pas du tout tilté sur ce dialogue que ça aurait pu être Obi-Wan Kenobi. Enfin, moi j'ai même pas pu imaginer qu'Obi-Wan Kenobi serait dans la série, donc c'est vrai que quand ils ont eu ce dialogue, les personnages, impossible pour moi de penser qu'il s'agissait d'Obi-Wan. On peut imaginer plein d'autres personnages, d'autres Jedi cachés, même pourquoi pas Quinlan Vos, mais vraiment pas Obi-Wan Kenobi, quoi. Puis du coup, bon, moi de mon côté, j'ai rien dit parce que je voulais maintenir le suspense. Mais c'est vrai qu'après, en y repensant, je me suis dit, ça aurait pu être cohérent parce que de penser ça, hein, parce que finalement, il avait été modélisé dans la saison 1, Obi-Wan. Oui, c'est vrai, en ouverture de la saison 1. Et donc, à ce moment-là, pourquoi pas? Et qui nous dit que peut-être on le croisera pas à un moment? Moi, j'ai du mal à y croire quand même, sachant qu'en plus, on vise quelques-unes de ses aventures dans les comics, dans la série Star Wars. J'ai peur que ils ne veulent pas l'exposer par peur aussi peut-être d'utiliser des choses qui pourraient être utilisées dans un film solo ultérieurement. Pourquoi pas?
C'est vrai que... Toujours cette vieille rumeur du film Obi-Wan. Oui, ça reste encore, c'est vrai. Alors après, c'est pareil, hein, bon, du coup, on va faire de la spéculation, mais si on croisait Obi-Wan, ou même, qui nous dit que si jamais, dans cette fameuse période, parce qu'à mon avis, il va y en avoir, je pense, moi, que tous les trois spin-offs vont se dérouler dans cette période pré-épisode 4. Et j'ai quand même l'impression que les Kanan et Zeb et compagnie, qu'on les verra un jour à l'écran en live. Ah mais moi dans Rogue One j'ai commencé à regarder les acteurs et je me suis dit lequel pourrait faire Ezra vieux quoi. Clairement. Moi Ezra vieux, Ezra avec 1 an de plus hein. Ouais mais adulte quoi. Mais franchement moi je serais pas surpris je trouverais ça d'ailleurs très cool hein, puisqu'ils ont promis qu'entre les médias il y aurait de la cohérence et de la continuité. Moi je sais pas, je pense quand même que, et j'espère bien qu'on les verra dans d'autres médias, hein, qu'on ait cette porosité entre les différents médias Star Wars quoi. Sincèrement, j'y crois pas du tout, en tout cas pas pour ce groupe de personnages, et surtout pas dans Rogue One qui s'annonce comme étant un film un peu plus sombre, ni Ahsoka d'ailleurs, alors que pour moi c'est peut-être celle qui aurait le plus sa place dans un film, pourquoi pas. Non, sincèrement j'y crois pas du tout, qu'il y ait une cohérence entre les différents univers, que ce soit comics, animés, films, oui. Maintenant que ce soit ces personnages-là qu'on les voit, je serais le plus heureux, hein. Franchement je trouverais ça génial. Mais je suis pas convaincu. Après, on verra. Alors, toujours pour continuer d'un point de vue chronologique cet épisode, donc du coup, Kanan se rend compte que, en fait, il s'agit de clones. Donc, bien évidemment, alors déjà dans le choix des clones, c'est assez bien vu parce qu'ils ont quand même choisi les clones préférés hein, des fans. C'est-à-dire qu'ils ont pris Rex déjà, qui était plutôt bien aimé. Ils ont repris le commandant, ils ont repris Wolf également avec son œil crevé, qui était un des clones adorés justement des fans de The Clone Wars. Et puis ils ont repris un des fameux, j'ai perdu son nom du République Commando. C'est Grégor, voilà, un République Commando, mais de la version animée, pas République Commando, de la version Karen Travis. Mais je me demande si c'est celui qu'on voyait dans les épisodes, puisqu'on avait vu une escouade de clones commando. Si, c'en est un de ceux-là. C'est vraiment ceux-là, d'accord. Oui, c'en est un de ceux-là. J'avais un doute parce qu'il m'avait pas marqué à l'époque. Mais moi non plus, je me rappelle que je les avais un peu boycottés parce que j'étais à la période où je lisais Imperial Commando et du coup je m'étais dit ah oui forcément la différence est grande. Voilà, mais à l'époque on nous disait que les deux étaient canons donc forcément ça piquait un peu quoi. Mais bon voilà, donc du coup maintenant c'est bon, c'est eux les canons donc on les accepte et puis je trouve ça pas mal et je trouve que le vieillissement des personnages est pas mal, enfin le rendu et puis il montre vraiment un respect, justement une certaine cohérence puisque ces fameux clones prennent 4 ans tous les ans. Et donc du coup, voilà, ils ont... on est combien d'années plus tard, là ? On est 18 ans, normalement. Voilà, donc multiplié par 4, ouais, ils ont pris... il faut même un peu... Non, normalement, c'est 2 ans. Ils ont une croissance accélérée x2. x2 ou x4 ? Moi, j'avais noté x4. C'est x2. Il faut 10 ans pour amener un clone à maturité. Donc, c'est des clones qui ont une vingtaine d'années. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'ils partaient au combat. D'accord, donc ça leur fait 36 ans de plus. Bon, 56, ouais, ils ont une soixantaine d'années. Bon, ouais, voilà. Okay, donc c'est correct. Donc si c'est 2 ans tous les ans, ça va. Déjà, et donc, du coup, savoir ce qui est advenu aux clones, c'est hyper intéressant. Oui, parce qu'il y a tout ce background qui est fait, tout l'explicatif par les clones eux-mêmes. Voilà. Et alors, il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est que du coup, pourquoi ils ont pas respecté l'ordre 66 ? Ils nous l'expliquent. Parce que les mecs se sont enlevés la puce. Alors, ça pour moi, c'est le... Alors, j'aime beaucoup cet épisode, mais ça, j'ai eu du mal à l'accepter. Parce que pour moi, ce ne sont pas des ordres qu'on a insérés dans une puce, mais ce sont des ordres militaires, tout simplement, qui ont une liste d'ordres qui étaient inculqués aux clones depuis leur plus petite enfance, et qui voulaient que si c'était l'ordre 66, il fallait éliminer les Jedi, si c'était l'ordre 67, c'était le chancelier, parce qu'il y avait des traîtres ou quoi que ce soit. Et le fait d'enlever la puce, pour moi, ça justifie tout simplement le fait que, de toute façon, c'était pas de leur faute. Si, c'était de leur faute parce que ce sont des ordres qui leur avaient été inculqués depuis leur petite enfance et des ordres qu'ils n'auraient pas pu, ils auraient pas pu aller outre ces ordres, sauf de par leur éducation et leur propre volonté en disant non, moi ces Jedi, j'ai travaillé avec eux, j'ai combattu à leur côté, je leur serai fidèle parce que je les respecte militairement. Et je trouve que ça enlève toute une partie du charme des clones. Maintenant, c'est la version canon, la version officielle. Donc je l'accepterai, mais c'est vrai que pour moi, c'est le gros point noir de cette début de 2e saison. Mais finalement, le choix qu'ils font, c'est au moment où ils la retirent. Mais alors par contre, pourquoi ils ont l'idée de retirer la puce
comment ils savent ce qu'il y a dedans. Enfin, ça ouvre plein de questions. Eh ben, Exactement. Tu auras la chance, Céline, d'acheter le comics ou le roman qui t'expliquera ça, tu vois. Non mais de toute façon, Peut-être. c'est comme le bras rouge de C3PO, quoi. On nous met des petits indices et puis voilà. Si tu veux en savoir plus, passe à la caisse, quoi. Tu vois, il y a un peu de ça, quoi. Alors, effectivement, ce que tu dis, Loïc, c'est vrai, hein, c'est qu'avant, on était sur une version un peu plus mature hein, de l'Ordre 66. Maintenant, voilà, il y a, comme tu dis, il y a cette nouvelle version. C'est comme les Républiques Commando, même si on les aimait mieux avant, faut faire avec. C'est le nouveau canon et faut accepter. C'est comme les Mandaloriens, ils sont moins cool maintenant. Ils étaient plus cool avant, mais c'est comme ça. Voilà, exactement. Faut prendre son... faut accepter les choses. C'est pas complètement, ça ne contrarie pas complètement ce qu'on entend dans les films ou ce qu'on peut voir à côté, mais je trouve que ça enlève le background militaire et endoctrinement qu'auraient pu avoir les clones aussi. Voilà, parce qu'on se dit, dans cette puce, il y a je ne sais combien d'ordres qui sont préinscrits et puis qui se déclenchent lorsque un personnage prononce une certaine parole. Alors. Et par contre, ce que disait Céline, c'est vrai que moi je me suis fait la réponse, la question, je me suis fait vos deux réflexions, hein, puis je me suis dit de toute façon, on aura effectivement un comics là-dessus. Et c'est vrai que on a un peu cet aspect vache à lait, hein, c'est si tu veux vraiment savoir, achète le comics, mais en même temps, c'est bien parce que ça va nous donner des éléments à raconter, parce que moi j'adore lire des romans et des comics Star Wars, et du coup, j'aurais vraiment l'impression qu'ils seront en lien avec le canon officiel, donc moi j'en suis ravi, quoi, même si c'est pas forcément la version que j'avais à la base. Mais je suis pas sûr, Thomas, que ce serait raconté dans des comics. Parce que si on fait un lien avec les épisodes de la saison 6 de The Clone Wars qui n'étaient pas sortis de manière officielle, où il y où donc un clone qui se déréglait et qui abattait un Jedi avant l'ordre 66. Oui, je me rappelle, oui. Saison 6, je crois. Voilà, saison 6. On peut tout à fait se dire que c'est une des intrigues que Filoni va peut-être éclaircir au long de ces 22 épisodes. Parce que c'est quand même une très longue saison qui nous attend. Est-ce qu'il y aura un background, un flashback, c'est ça que je veux dire, on verra, quoi. Voilà. Et donc, du coup, sur cet épisode, voilà, on sent vraiment Kanan, et ça, j'ai trouvé ça bien aussi. Donc, peut-être qu'on l'aura aussi dans le comics de Kanan, hein, dont on parlera dans le Star Wars Splitté. On voit vraiment que Kanan, justement, a encore un problème avec les clones. Moi, mes enfants, ils m'ont dit, mais pourquoi Kanan, il aime pas les clones et tout? Donc, du coup, on a réexpliqué l'Ordre 66. Tu sais, Kanan, c'était un Jedi, il était petit, il comprend pas, il est encore en colère. Et parce qu'il fait une généralisation, donc du coup tu fais un peu tu t'en profites. La psychologie. De la morale, on va dire à 2 balles peut-être, mais on dit tu vois, par exemple, il y a des gens ils aiment pas les gens qui sont noirs parce qu'ils ont un copain noir qui était pas sympa, ou tu vois, tu peux expliquer tous ces mécanismes d'intolérance et de généralisation, et je trouve que c'est assez moralisateur. Et puis en plus, d'autant plus que Kanan à la fin progressivement va mettre de côté son jugement un peu trop rapide, et je trouve que c'est pas mal. Il y a cette petite morale dans Star Wars Rebels pour les enfants, et je trouve ça bien. Et du coup, moi, mes enfants régulièrement ils me font, ah ouais, tiens, comme dans la série il s'est passé ça, bah ouais, tu vois, c'est bien. Donc j'ai trouvé ça bien, et puis on sent vraiment, et puis c'est bien qu'il ait un peu cette rengaine contre les autres, et puis il y a cette espèce de jalousie un peu qu'il y a entre Ezra, enfin vis-à-vis d'Ezra, puisque donc Ezra est un petit peu en admiration devant ses clones qui sont sympas, qui ont un côté un peu Pépé, on s'occupe de toi. Enfin, Pépé s'occupe du petit-fils, et on sent que Kanan est jaloux des clones, et j'ai bien aimé cette relation qu'il y avait. S'il est jaloux, c'est peut-être aussi parce que directement Rex appelle Ezra commandant, comme tout apprenti Jedi était commandant des clones pendant la guerre des clones. Donc je pense que ça embête Kanan de voir que ça fonctionne toujours et aussi rapidement, alors que lui finalement n'est parti. Il était seulement un apprenti Jedi. Ouais, il y a peut-être ça aussi, quoi. Alors moi, Céline, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, j'allais dire que finalement, pour ces 3 clones, c'est un peu comme si l'Ordre 66 avait jamais existé. Ils sont toujours fidèles à la République, ils sont toujours fidèles aux Jedi. Enfin, les Jedi, c'est leur grand pote. Et Kanan, il a vu le revers de la médaille sur les autres clones. Enfin, ça donne pas la même chose. Le traumatisme de l'Ordre 66, d'avoir des troupes qui abattent son maître devant ses yeux, je peux comprendre, et je trouvais ça très bien amené qu'il ait cette réaction. Parce qu'il aurait pas pu faire ami directement avec les clones comme ça, en disant ouais, c'est bon, comme si rien ne s'était passé, parce que les 3 là, ils vont lever leur pouce. Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule critique que je ferais de l'épisode, c'est que finalement Wolf il les dénonce, mais alors 2 secondes plus tard, non mais c'est bon, t'es pardonné. C'est peut-être la seule critique que je ferais. C'est peut-être un poil trop rapide là-dessus.
Effectivement, oui. Moi, ça m'a piqué un peu, ouais, c'est vrai. Moi aussi. Ouais. Ouais, on est bien d'accord. J'ai pas compris pourquoi ce côté girouette. Ouais. Ouais, je crois que c'était une facilité scénaristique, bon, histoire de mettre un peu d'enjeu. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup apprécié, par contre, le fait que, du coup, l'Empire envoie un droïde sonde, les mêmes qu'on voit dans dans la trilogie originale, donc ça, c'était sympa aussi, quoi. Je trouve que tu retrouves des éléments techniques, c'est vachement bien, quoi. Oui. C'est directement, en plus, l'Empire contre-attaque qui est là, et on va le retrouver, en plus, ce côté-là, dans l'épisode suivant. Donc double dose de côté sympa pour les fans, quoi. Donc alors on va peut-être pas lancer tout de suite sur l'épisode 2, effectivement, mais je suis d'accord avec toi. Ensuite, donc du coup, il y a cette fameuse bestiole aussi qu'ils vont chercher. Alors oui, donc par contre, toujours sur les éléments techniques, on a la TTE dans cet épisode. C'est-à-dire, en fait, c'était les fameux chars de l'époque qui étaient utilisés, les 6 pattes, qui étaient utilisés par la Grande Armée de la République. Par la Grande Armée de la République, et donc les clones. Sur Geonosis, et puis pendant la guerre des clones. Donc du coup, je trouve que c'est très bien vu d'avoir réutilisé ce machin-là. Et en plus, je trouve qu'ils l'ont aménagé un peu à la route, parce qu'ils étaient flambant neufs à l'époque quand on les voyait. Et là, ils ont le côté un peu détérioré, etc., qu'on aime bien dans la trilogie originale, un peu cassé en fait. Et ils en ont fait un camping-car, ils font sécher leur linge dessus. Je trouve que c'est vraiment ça, c'est du Star Wars, quoi. C'est des petits détails qui sont top, quoi. Au-delà ce que j'aime pas d'habitude dans la science-fiction, c'est que les mecs, t'y croient pas une seconde, ça fait pas réel, tout est propre, tout est nickel. Bah là voilà, les gars, voilà, ils ont leur slip qui sèche d'un côté, ils ont voilà, c'est crade dedans, il y a des trucs qui traînent, c'est pas rangé. Voilà, ils ont un vieux Marcel. Enfin, je trouve que là vraiment, on a l'impression que ça vit et c'est réel. En plus, la machine, elle déconne à moitié. Non, j'ai trouvé que vraiment la réutilisation de ce vaisseau était vraiment bien foutue, et la manière dont c'est amené, sur le côté camping-car. Pas mieux. Franchement, c'était une super idée. Là, les équipes, je pense, elles ont bien bossé. Et voilà. Ouais, il y a vraiment de la réflexion derrière, quoi. Exactement. Et puis donc du coup, d'ailleurs, en parlant de nourriture, donc du coup, ils ont un peu la dalle et ils décident d'aller choper un gros ver de terre qu'on appelle le... j'ai perdu du coup. Je l'ai pas retenu non plus. Bon, on va l'appeler le gros ver de terre, de toute façon. Oui. Qui ont vu les épisodes vont le reconnaître. Et donc du coup, effectivement, ils nous disent qu'effectivement, il y en a un gros et qu'ils aimeraient bien le manger. Et ils envoient donc Zeb pour le chasser. Donc ça m'a piqué un peu. Je me suis dit, voilà, c'est un peu bizarre quand même, parce que les mecs, ils manquent de se faire bouffer quand même. En fait, il fait l'appât. On lui dit que bien sûr, c'est lui qui va le chasser, mais en fait, il fait l'appât et il se fait quand même attraper par la bête. On dit, oh bah oui, ça craint si jamais le fil il casse. Si les mecs qui avaient pensé un peu avant, quand même, ils sont potes 5 minutes après. L'autre, il a failli se faire bouffer par une bête. Il a été dans le ventre. Moi, je pense que les mecs qui me font un coup comme ça, même s'ils ont bien rigolé, je pense que je vais pas être pote avec eux tout de suite quand même. Bah, sachant qu'en plus Kanan a des réserves. Déjà à la base. Et je trouve que voilà, ça c'est ce qui pourrait le conforter dans sa réserve. Ouais, exactement. C'est dommage, cette petite séquence finalement ça apporte pas grand chose. Puis voilà, ça manque de cohérence un petit peu, ça manque de profondeur dans la relation entre les personnages. Moi, je trouve pas ça super cohérent, mais par contre, rien que pour le fun d'aller chasser une grosse bestiole et la bouffer derrière, et la manière dont elle arrive, j'ai trouvé ça trop top. Par contre, quand elle ressort, effectivement, je vois pas trop l'intérêt, quoi, finalement, de faire ça. Mais rien que d'aller chasser cette bestiole, j'ai trouvé ça trop cool, quoi. Il y a un petit côté Dragon Ball Z, je trouve, où les personnages allaient genre chasser un gros dinosaure et puis après ils le traînaient et puis ils le découpaient pour le manger. Moi, ça m'a fait penser à ça. Bon, ça fait un peu plus réaliste, parce que Dragon Ball Z, je me rappelle, il coupait des bouts de queue de dinosaures. Bien sûr. Là, c'est quand même plus crédible. Bon, par contre, je me demande après comment ils font pour la conserver, parce qu'il y a l'air de faire chaud. Alors, est-ce qu'ils mettent du sel dessus, je sais pas, pour la Non, je crois que c'est dit dans l'épisode. Je ne me souviens plus exactement, mais il me semble que la justification est présente dans l'épisode. D'accord. Donc voilà, bon, puis, du coup, ils ont leur bestiole, mais ils se font repérer à la fin par ce fameux droïde sonde. Je crois que si vous vouliez rajouter des éléments. Non, je crois que t'as été plutôt exhaustif. Céline ? Non, on a fait le tour, je pense. Voilà. Finalement, il se passe pas grand chose dans cet épisode, puisque en plus la première partie de l'épisode sert de mise en place du nouveau statu quo de l'équipe, de la flotte rebelle, etc., d'Ahsoka qui les envoie en mission, quoi. Oui, c'est un épisode de mise en place, d'évolution du statut, quoi, de l'équipe, quoi, finalement, et puis d'intégration de ces nouveaux personnages. Exactement. Qui deviennent quand même importants, et puis vraiment quel plaisir de retrouver les mecs de The Clone Wars quand on voit une espèce de continuité, même si c'est 2 séries différentes. Je vais dire ça va consoler en fait ceux qui reprochaient, enfin
s'attrister qu'on n'ait pas de vraie fin à The Clone Wars, bah, on l'aura quelque part, et donc je trouve que c'est vachement bien joué à ce niveau-là. Et surtout qu'en VF, le doubleur des clones est toujours le même que depuis l'épisode 2. Ah oui, voilà. Non, ça c'est cool. Hein. Je vais vous proposer de faire une petite conclusion, une petite phrase de conclusion, et puis de donner une note sur cet épisode. Moi je dirais qu'on a quand même du très très bon dans cet épisode, mais on sent encore une petite fébrilité sur certains points dont on vient de traiter, qui me fait lui mettre une note, on va dire, moyenne haute de 14 sur 20. Je pense que si on s'engouffre plus dans cet univers, on va vraiment pouvoir monter en tension, etc. Mais là pour moi c'est encore un peu faible, donc je dirais 14. Céline ? Moi, je dirais 12 parce que y a quand même 2 fois de suite où on vous trahit, on vous met en danger, et puis 2 secondes plus tard, on est super potes. Après, voilà, comme je disais, j'ai vraiment bien aimé le fait qu'on voit finalement ce qui s'est passé pour les clones après l'épisode 3, et ça relève un petit peu le tout. Un 12, bon bah, donc, du coup, t'as la notation sévère. Hein. Je vais être obligé de faire un petit peu de level parce que Henri, lui, il mettait 18 partout, quoi. Et quand c'était vraiment bien, il mettait 20. Attends, je te mets les 18, arrive. Et bon, moi personnellement, bon, effectivement, il y a ces 2 éléments finalement sur lesquels on était d'accord, hein, un peu rapide avec le clone, hein, bon, finalement, qui est un peu girouette. Il y a quelques petites facilités, hein, mais bon, c'est pour des gamins qui pourrait être reproché à cet épisode, et puis effectivement il n'apporte pas grand chose, mais rien que le fait, j'ai trouvé moi de ce ATTE mode camping-car, de faire les liens avec la trilogie originale, avec la trilogie, la prélogie pardon, et puis de développer Kanan autant que ça, je trouve que là Kanan il prend vraiment de la profondeur, faire un lien justement avec son enfance, le fait quand il était avec des papis là-bas, qu'ils ont tué son maître, etc. Ça c'est vraiment du gros bonus pour moi, et moi je mettrais bien un 15 quand même, malgré les petits défauts, parce que franchement quand j'ai été devant, allez, presque même 16, hein, vu qu'Henri est pas là, je mettrais entre un 15, un bon 15 pour vraiment pour valoriser cet épisode où vraiment, même quand la bête est sortie, moi j'étais à fond, j'étais comme un gosse, quoi. Franchement, donc bon épisode, moi j'aurais envie de dire. Donc voilà, et puis donc cet épisode finalement c'est une duologie, hein, puisqu'on a un arc narratif en 2 épisodes. Et le suivant, eh bien, on rattaque avec toujours cette même équipe, sauf que le droïde sonde ayant détecté les rebelles, eh bien, on nous envoie l'Empire avec l'équivalent, et c'est là où j'ai trouvé ça énorme. Je la fais en mode rapide, hein, l'équivalent des ATTE en ancienne trilogie, les AT-AT, c'est-à-dire ces fameux quadripodes qui ressemblent à des chiens et qu'on avait vu sur la bataille de Hoth. Et alors, je trouve que l'idée de faire s'affronter justement ces 2 vaisseaux emblématiques, hein, on voyait souvent des petites vidéos sur internet où les mecs comparaient, faisaient des faux combats entre ces deux types de vaisseaux. Je trouve que c'est vraiment bien joué, et rien que pour ça, quoi, grosse salut, vraiment gros remerciement, quoi. Je vous écoute vous sur cet élément qui, pour moi, ça a été l'élément le plus marquant de l'épisode déjà. Bah pour moi aussi, on peut même dire que l'affrontement entre les deux, entre les ATTE et les AT-AT est excellent. Les techniques des clones pour contrer les walkers sont géniales. Moi, le seul reproche que j'aurais, et c'est un peu globalement un reproche qu'on peut faire sur toute la série et notamment sur la saison 2, c'est que ces AT-AT ils sortent un peu de nulle part. Alors il me semble qu'à la fin de la saison 1, il y avait des plans qui étaient volés par les rebelles avec le fameux ami des parents d'Ezra, et que sur ces plans il y avait donc la navette qu'on voit dans l'épisode 4 qui arrive sur Tatooine avec les Sandtroopers, mais également les plans de l'AT-AT. Alors est-ce que c'est des plans mais que c'était déjà en construction, est-ce que voilà, je trouve que ça arrive un peu vite, même si je boude pas mon plaisir. Franchement, c'était le pied, les voir arriver en plus à travers des macros binoculaires comme dans l'épisode 5. C'était terrible, j'ai adoré le combat, on voit les pilotes, première apparition de pilotes d'AT-AT dans une série animée, toute série confondue. Voilà, donc vraiment je cache pas mon plaisir, mais comme les A-Wing, comme les B-Wing, comme beaucoup de choses, qu'est-ce qu'ils font déjà là ? Après, rien dans les films ne nous dit qu'il n'existait pas déjà. Je vais te répondre nouvelle canonicité, mais... Oui, bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que par rapport à la saison 1, on peut vraiment se poser la question, quoi.
Voilà. C'est Même, presque on a même l'impression en que c'est étant- passé quelques années, quoi. Que du canon, c'est bizarre. Après, la saison est en cours, on aura peut-être des explications. C'est Je possible. pense pas. Mais ne boudons pas notre plaisir parce que les voir en action et de cette façon-là, je trouve, était quand même génial. Céline ? Ouais, c'est vrai que les stratégies des uns des autres, c'était vraiment sympa à voir. On voit que les clones sont encore dans le coup, d'ailleurs. Tout à fait. On voit aussi l'inquisiteur, garçon, j'ai envie de dire. Oui, tout pour à la fin, première oui. fois aussi. Donc, c'est un petit... Je trouve que c'est un côté un peu... On vous appâte pour la suite, quoi. Ah, c'est un petit cliff pour l'épisode 3 en fait, on va Ouais. dire. Clairement. Oui, avec une scène dans un hangar impérial. Donc pareil, encore une fois, on retourne sur des lieux emblématiques qui manquaient peut-être dans la saison 1 aussi. Déjà, ce qui est de manière générale, ce qui est bien sur cette saison, c'est que tout ne se passe pas sur Lothal, quoi. Ah oui. Ah oui. C'est aussi une sacrée évolution. Ah oui, oui. Alors, moi, il y a aussi également un élément que j'ai adoré. Bon, déjà, effectivement, l'aspect tactique, vous l'avez évoqué, c'est génial, c'est vachement bien vu. On joue avec avec la force, on joue avec les conditions climatiques, avec les caractéristiques des vaisseaux, tout ce qu'ils ont là, le fait d'utiliser le trail, etc. Enfin, il y a vraiment plein de bonnes idées. On est vraiment dans du combat tactique et vraiment, et en plus c'est énergique, ça pète de tous les bouts. Et puis il y a ce côté en plus, bon, au début il y avait le sacrifice de Rex, puis après tu te dis les mecs, attends, on les a quand même envoyés chercher un clone, mais du coup le clone se sacrifie pour eux, bon c'est quand même con quoi. C'est-à-dire que s'il avait crevé, ils auraient fait ça pour rien. Et puis finalement il y a le côté remords de Kanan avec Ezra qui lui met un peu de pression, mais il est pris à moitié encore une fois par son côté je les aime pas, mais en même temps il faut bien que je les aide. Et puis quand ils reviennent à la fin justement, c'est oui que ça avait de la grandeur, c'était le héros qui, enfin c'était bien fait. Des fois on a le sauveur qui arrive, c'est mal foutu, je saurais pas dire pourquoi, voilà, j'y ai cru. Et alors la musique, pareil, la musique qui était très trilogique, où vraiment moi j'étais on était dans le canapé, je me suis mis limite debout, j'ai dit oh putain, avec les enfants on criait et tout, on était là ouais vas-y et tout, enfin vraiment j'avais l'impression de redevenir un gosse quoi, hein. C'était vraiment, j'ai passé un grand moment de Star Wars et en plus à la fin j'ai trouvé qu'il y a eu pas mal de séquences émotions. Alors peut-être que du coup certains diront que c'était aussi facile, mais moi j'ai passé des bons moments quand ils reviennent et tout à la base, et que du coup Rex retrouve Ahsoka. Moi ça m'a ému. Ah oui, quoi. pareil. Ah oui. Je sais pas vous, mais voilà, bon, j'ai pas versé ma larme, mais pas loin quoi. Alors non, mais j'ai trouvé que c'était très bien fait et que on ressent ce que ressent Rex ou ce que ressent Ahsoka, et moi j'étais très heureux de les revoir ensemble. C'était vraiment quelque chose de magique. Et puis j'ai trouvé que c'était bien dosé dans les sentiments, c'est-à-dire que t'as un enthousiasme certain, mais une pudeur des sentiments en même temps. Je sais pas si vous avez senti ça, c'est-à-dire qu'ils ont envie de se prendre dans les bras, de se dire qu'ils s'adorent, mais dans le fond, voilà, ça reste un militaire. Militaire et Jedi, voilà. pas de sentiments. Exactement. Donc du coup, ils ont envie de le dire, mais ils le disent pas. Et c'est dit, faut lire entre les lignes, quoi. Mais il y a pas besoin, on le ressent. Exactement. C'est ça qui est très bien fait. Ah ouais, vraiment top. Moi, vraiment, je pense mon meilleur épisode dessin animé. Franchement, à part encore il y avait le dernier de la saison 1 et puis éventuellement le pilote de la saison 1 qui était vachement bien, mais celui-là waouh, franchement il est vraiment, je le mets vraiment dans mon top 3, et puis ça supplante tout The Clone Wars, hein. Je crois que là vraiment j'en ai pris plein la gueule. Alors j'irai pas jusque là parce que pour moi The Clone Wars reste vraiment très très haut. Mais ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on parlait d'évolution tout à l'heure. Bah voilà, là à la fin de l'épisode on a une vraie évolution. Rex rejoint l'équipe que l'on connaît. Ouais. Ça va amener. Alors j'ai peur qu'il y passe avant la fin de la saison parce que voilà. Mais ça va vraiment amener une nouvelle dynamique, de nouvelles relations entre les personnages, et surtout par rapport à Kanan. Ouais. Voilà, et par rapport à Ezra qui va le voir en héros aussi. Donc excellent ajout, une équipe qui s'agrandit. Je trouve que c'était vraiment nécessaire. En plus c'est un personnage qu'on connaît déjà. Et je sais pas Céline. Comment t'as vu toi l'arrivée de Rex C'est vrai que de pas avoir vu les Clone Wars, moi ça me fait pas plus d'émotion que ça de voir enfin Rex, mais je trouve que le personnage est quand même plutôt bien traité. Il y a de la profondeur, il y a du sentiment, il y a quelque chose. Je trouve que globalement cette série elle est quand même hyper réussie.
on finit un épisode, on se dit ah c'était cool quoi. Vraiment, il y a vraiment un effet je suis dans Star Wars. Voilà, exactement. Et moi j'avais l'impression que Rex il allait être là juste ponctuellement pour cette duologie. Et ben moi aussi j'ai eu cette impression et j'ai eu peur et puis et donc c'est tant mieux. Par contre Céline, j'ai envie de te dire bon courage parce que si tu regardes 2 épisodes par semaine pour regarder les 120 épisodes de The Clone Wars bah il y en a qu'on peut zapper hein. La diffusion à Disney Channel après je peux peut-être accélérer un petit peu pour The Clone Wars le jour où je m'y mettrai mais non mais faut que tu t'y mettes parce qu'il y a quand même du bon. Ah ouais, il y a du très très bon. Mais il y a du pourri hein mais il y a aussi du très très pourri ouais. Mais il y a du bon quand même. On a oublié de dire que il y a aussi Dark Vador qui fait un peu son petit chef là, à convoquer Constantine, machin, nanani, nanana. Et je trouve ça pas mal parce que finalement, petit à petit dans la saison, on a vraiment un Dark Vador vraiment méchant. Il est pas encore à tuer les gens d'un simple regard, mais entre le siège de l'hôtel où bah quand même la sénatrice elle y passe, et là on continue à être dans une dynamique où Dark Vador, c'est le Dark Vador qu'on connaît quoi. Et malgré tout on ne le montre pas trop et ça c'est hyper important. Oui. Oui, j'espère que ça va faire monter une tension dramatique vers la fin de la saison. Ouais, parce que si on le voit trop, ça va devenir un général Grievous dans The Clone Wars, hein, typiquement. Et ça, c'était dégueulasse, quoi. Vraiment, non, c'est bien dosé pour le moment. Après, ils ont pas le même niveau, Vador et Grievous. Moi, ça m'a pas choqué pour Grievous. Oui, mais justement, faudrait pas que ça devienne comme le général Grievous, quoi. Oui. On est bien d'accord. Je vous propose qu'on conclue, du coup. Vous mettez votre note, un petit commentaire général. Eh ben, écoute, pour moi, ça sera vraiment une belle conclusion d'arc narratif, avec quelque chose qui m'a donné... En fait, ça m'a convaincu d'aller voir la suite de la saison, si jamais je l'avais pas eu avec le premier épisode. Cette fin de second épisode m'aurait vraiment convaincu. Alors pour moi, il est forcément au-dessus de l'épisode 1, parce qu'il y a pas les petits trucs qui m'ont gêné. Donc moi, je lui mettrais 16. D'accord. Qui pour moi est un bon épisode. Céline ? Moi, je serais vers 15, je pense. Je pense qu'il manque peut-être qu'un élément, c'est d'avoir un petit peu de background supplémentaire, quoi. Moi, j'aime bien qu'on me donne un petit peu de background à chaque épisode, et là, on n'a pas eu grand-chose. Me concernant, ce serait minimum un 18. Ah ouais. Ah ouais, non, mais moi, franchement, j'ai vraiment été enthousiaste à un point, je vous dis, hein, je me suis levé, quoi, vraiment. Donc en plus, après, il y a la manière dont je le regarde aussi, avec mes enfants qui vraiment sont hyper hypés par le truc, et il y a une espèce d'euphorie collective un petit peu, tu vois, comme quand tu regardes un film au ciné et qu'il se passe un truc, tu vois, j'ai eu l'impression de vivre alors certes pour les enfants, mais un grand moment de Star Wars. Alors je m'imagine, j'aurais eu 8 ans à l'époque, je pense que j'en aurais pas dormi de la nuit, quoi, j'aurais regardé en boucle. Vraiment très très bon épisode. Je vois pas trop quoi lui reprocher à cet épisode, si ce n'est que voilà, bon, le décor est peut-être un peu pauvre, hein, et que c'est que peut-être c'était un peu facile, hein, pour certaines choses, mais encore même pas, presque 18-19. Hein, moi, c'est un des meilleurs épisodes de télé Star Wars que j'ai vu, quoi, pour l'instant. Vraiment, j'en ai pris plein la tête. Hein. Il y a 2 choses que j'adore dans Star Wars. Moi, c'est le côté un peu vieux décor, alien, avec en fond de richesse du fond, quoi, un peu le côté un peu crasseux de Star Wars. Et après, il y a ces grands moments de Star Wars, quoi, j'appellerais ça comme ça, où ça part en tous les sens et ouais, où tu sais plus donner de la tête. Donc ouais, un 18-19, ouais, bien 18,5, allez. Voilà, donc du coup, ça nous emmène tout ça à l'épisode 3, et comme l'a dit Céline, à la fin, on avait un petit cliff, hein, où on voyait justement les Inquisiteurs. Les nouveaux, effectivement, puisque du coup, et c'est là que on l'avait déjà critiqué, hein, dans le précédent Star Wars Rebels de Star Wars en direct. On expliquait que justement il y avait une hiérarchie dans les Inquisiteurs et que du coup il y avait d'autres Inquisiteurs, et donc là on fait la rencontre donc de nos 2 nouveaux Inquisiteurs. Le synopsis de base en fait, c'est que Ezra, Sabine et Zeb et Chopper sont envoyés sur une station médicale abandonnée pour une mission de ravitaillement. Donc déjà tout de suite l'élément clé par rapport à The Clone Wars, donc peut-être que ça tiltera pas Céline puisque tu les as pas vus, mais c'est les mêmes stations médicales qu'on avait dans The Clone Wars. Donc rien que pour ça, je trouve gros bonus pour cet épisode, parce que
parce qu'il y a un gros lien, c'est là où ils soignaient les clones à l'époque, quoi. Loïc, je sais pas si ça traverse. Oui, bah justement, c'est pour moi un des gros points positifs de l'épisode. Je sais pas si je peux enchaîner. Vas-y. Parce que ça c'est le premier épisode. Autant j'étais content avec l'épisode d'avant, autant en fait j'ai ressenti au visionnant cet épisode ce que toi t'as ressenti à l'épisode d'avant. C'est en voyant cette station, toute l'ambiance de l'épisode, on est un peu cette ambiance d'horreur, ça a abandonné, il y a des trucs qui traînent, il y a des fils par terre, etc. Tout est pourri. Plus l'arrivée des deux inquisiteurs. Ces deux inquisiteurs que j'ai trouvé extrêmement flippants et bien mieux, visuellement tout simplement, ou dans leur carrière, dans leur stature, bien plus intéressant que l'était l'inquisiteur de la saison 1. Et même dans son design, la 7ème sœur, il y a un côté, bon, alors on va tout de suite lever le voile, ce n'est pas Asajj Ventress, même s'il peut y avoir une ressemblance au niveau du visage, etc. J'y ai pensé. Il y avait d'autres rumeurs aussi. Hein. Alors, les autres rumeurs, je les ai pas vues, mais c'est pas Asajj Ventress, et ça, c'est bien. Bon, il y a ce côté inquisiteur avec le sabre laser, c'est le même. Et puis bon, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a subjugué dans cet épisode, le fait de revenir. Alors, on l'avait déjà vu dans la saison 1, ils avaient été visiter une base de la République, il y avait des chasseurs abattus, etc. Là, encore une fois, on vient dans The Clone Wars. Alors, c'est vraiment la partie The Clone Wars que j'aimais. Et je suis content de la retrouver dans un contexte tout à fait différent avec cette équipe. Voilà. Et puis il y a un côté visuel où on mélange donc l'ancienne trilogie, avec ce Clone Wars toujours. Et puis on a l'amiral Constantine, qui est l'amiral du croiseur sur lequel est l'agent Kellus, dont on n'a pas encore parlé, puisque c'est lui qui traque toujours le groupe de rebelles. Cet amiral, il a des pattes sur les côtés, jusqu'en bas des joues. Donc ce côté aux trilogies originales, même épisode 4, qui est encore un peu plus vieux que l'épisode 5 et 6, ça fonctionne super bien. Voilà, moi cet épisode m'a vraiment subjugué. C'est un des premiers épisodes de la saison vraiment qui m'a subjugué, il y en aura d'autres. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une belle réussite. Céline ? Moi j'ai bien aimé le côté suspense, un peu sombre, le côté comme on disait des fois le fait que ce soit sale, ça fait penser, ça fait une ambiance Star Wars finalement. Le fait d'avoir de la science-fiction sale, c'est bête à dire, mais ça fait vraiment Star Wars. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on ait eu l'impression que l'inquisitrice, elle savait plus de choses que l'inquisiteur. Donc on a le sentiment qu'il y a des petits secrets, il y a des choses à découvrir encore là-dessus, à propos de qui c'est qu'il y a Ahsoka, tout ça. Par contre, je trouve que ça a vraiment un côté pas fini, quoi. Enfin, c'est vraiment... Tu découvres les personnages des deux inquisiteurs, mais vraiment c'est juste... c'est l'inconvénient de la saison en 22 épisodes où il faut poser des petites pierres pour amener peut-être sur l'histoire de la deuxième partie de saison. Oui, tout à fait, non mais je suis d'accord, mais n'empêche que du coup il y a... Ah oui, c'est frustrant. Ouais, il y a un côté pas abouti, quoi. Alors, en ce qui concerne du coup nos deux nouveaux inquisiteurs, parce qu'il faut en parler rapidement, donc ils portent des noms. Donc il y a le 5e frère et la 7e sœur. En ce qui concerne le 5e frère, on n'a pas de... On connaît pas sa race. Moi j'adore quand il y a des aliens un peu... Donc le précédent, l'inquisiteur, alors moi l'ancien, j'adorais. Il venait de la planète, du coup juste je l'ai rezappé. Utapao. Comment ? Utapao. Utapo, voilà, c'était un Utapien. Utapa, ouais. Donc c'était un Utapien, donc c'est là dans la prélogie là où il faisait le plein, hein, vous vous rappelez, Obi-Wan Kenobi, dans l'épisode 3. Le nouvel inquisiteur, lui, on ne connaît pas sa race. Tout ce que j'avais noté, c'est qu'il était inspiré de dessins de Ralph McQuarrie à l'époque, donc quand ils essayaient d'imaginer ou dans Ralph McQuarrie, ou alors... Non, pour il me semble que c'était... Non, pour Kylo Ren. Moi, il me semble que c'était pour les recherches de l'inquisiteur de la première saison. Tu crois ? Je me demande si c'était pas une tentative pour Kylo Ren. Alors, non, c'était plus récent, c'était pas McQuarrie. C'était récent, c'était plutôt c'était plutôt récent, donc ça devait être soit Kylo Ren, une tentative pour Kylo Ren, soit pour le premier inquisiteur. Donc à vérifier. Je vais revérifier juste après. Et donc notre 7e sœur, c'était là où je te rejoignais en fait sur les rumeurs. Il y avait aussi une rumeur comme quoi ça aurait pu être Luminara Unduli ou Barry Sophie. Qui sont, Barry Sophie, effectivement. Qui sont des personnages donc extraterrestres en fait, donc ce ne sont pas des humains, même ils sont humanoïdes. Ils viennent de la planète Myriala ou Myrial. Donc, attendez, je vais vous dire exactement. Alors donc en tout cas, ce sont des Myrialans ou en anglais Myrialan.
Donc effectivement, elle est exactement de la même race que Barry Sophie et Luminara Undilis, ce qui nous fait dire que dans cette race de personnages, donc la planète Myrial, voilà. Et donc ça nous fait dire quand même que les seuls qu'on voit, à chaque fois, c'est des forceux. Donc ça doit être une race d'humanoïdes où il y a pas mal de forceux, on peut imaginer. J'ai la réponse pour le cinquième frère, pardon. Sur le site officiel, ils disent que son design est inspiré d'un artwork non utilisé qui a été fait pour le réveil de la force. D'accord. Donc pour Kylo Ren. Si je peux apporter une précision sur Luminara Unduli, on la voit morte, momifiée dans la saison 1. Donc ça, de toute façon, on l'écarte de fait. Oui, mais du coup, certains avaient dit ouais, elle était peut-être pas morte. Bon, ça faisait partie des rumeurs, mais en l'occurrence, donc c'est confirmé qu'elles sont de la même espèce. Mais c'est pas forcément le même personnage. Mais c'est pas forcément le même personnage, tout à fait. Et moi, je trouve que c'est vraiment des gros bonus, c'est-à-dire que j'aime bien qu'on introduise 2-3 nouvelles races, mais qu'on réutilise les anciennes et qu'on montre que voilà, qu'on est dans un univers cohérent et qu'on pioche. Voilà, je trouve ça génial. Voilà, on construit, on apporte des nouvelles choses, mais on réutilise surtout les anciennes pour montrer voilà qu'on tourne toujours avec ce même univers, et ça je trouve ça génial. Et puis surtout que c'était surtout quand ce sont des races qui sont très peu utilisées, je trouve ça bien de les reprendre. Donc vraiment ça c'est top. Je suis d'accord avec vous, l'ambiance c'était génial. Et puis j'ai eu peur, je me suis dit à un moment, j'ai vu Ezra qui commençait à se battre avec les inquisiteurs, je me suis dit ouh là 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 là, ils vont nous ridiculiser ces inquisiteurs qui effectivement faisaient flipper. Moi je sais que quand on regardait du coup les gamins c'était super tendu quoi, donc du coup je ressentais leur stress, donc tu le revis aussi, tu vis aussi à travers le truc, donc ça c'est vraiment bon. Et surtout voilà, on a bien senti que les inquisiteurs avaient le dessus, et je me suis dit bon, s'ils s'en tirent ce coup-là, on va encore avoir l'impression que c'est tiré par les cheveux, mais non, parce que ils ont vraiment fait les tactiques qu'ils ont mis en place là avec Zeb, et puis le vaisseau, etc., les pièges qui tendent, ça veut vraiment dire qu'ils ont vraiment fonctionné avec intelligence, et effectivement, ça les fait pas passer les inquisiteurs ni pour des faibles ni pour des cons. Parce que voilà, ils pouvaient pas se douter qu'ils allaient leur faire ce coup-là. Et là, on était vraiment sur un choix tactique pour échapper aux inquisiteurs. Et là, je trouve que ça montre une vraie force chez le personnage, non pas la force physique, mais vraiment la force d'avoir réussi à trouver la parade. Et en ce sens-là, je trouve ça génial. Donc vraiment bien. Donc voilà. Et scénaristiquement parlant, ils ont pas trop le choix parce que la différence de niveau entre Ezra et un inquisiteur est quand même forte. Donc on va dire que là, globalement, si Ezra avait été séparé de ses compagnons, il y passait quoi. Ouais. Donc si on veut le faire survivre, il va falloir, et ça se retrouve dans un autre épisode où les inquisiteurs reviennent, mais qu'on ne traitera pas aujourd'hui, où encore une fois il y a ce genre de choses. Mais je trouve que là c'est bien joué, parce que je me rappelle des fois dans The Clone Wars, c'est un truc qui m'énervait. Quand Ahsoka elle tenait tête à Grievous sans problème, bah ça me piquait quand même. Parce qu'il était décrit, en tout cas dans l'ancien univers étendu, comme un tueur de Jedi, terrifiant tout le monde. Je sais pas si vous aviez vu les Clone Wars 2D. Bon, ouais, bien sûr, mais moi c'est vrai que j'ai pas eu ce feeling avec Grievous et Ahsoka. Et du coup, à chaque fois, ça m'énervait. Je la trouvais trop forte alors qu'elle était qu'une Padawan. Et là, vraiment, on sent qu'ils ont le dessus. Donc, ouf. À chaque fois, ça me fait peur. Je me suis dit, pourvu qu'ils ne décrédibilisent pas les personnages. Et là, pour l'instant, on est encore bon, on tient le coup. Donc, j'espère qu'ils ont vraiment ça en tête. Et puis, ils ont trouvé une bonne parade. Moi, j'avais pas vu venir le coup. En fait, tout le long, j'avais non pas peur que les personnages se fassent tuer, parce que je m'en doutais, j'avais peur qu'ils réussissent à s'échapper d'une manière un peu tirée par les cheveux. Et non, bien joué. Oui, Céline ? Non, mais ça me fait rire que tu dises finalement que ta peur, c'est plus qu'ils s'en sortent facilement que... Bah oui, parce qu'on sait qu'ils vont pas y passer. Voilà, on sait que c'est pour les enfants. Donc forcément, l'enjeu n'est pas là, donc voilà. Le suspense n'est pas là. Ah, peut-être qu'ils vont nous surprendre, hein, peut-être qu'ils vont nous faire des morts à la trône de fer, quoi, on verra. Ce serait énorme. Bah, c'est un peu comme le comics Star Wars, où on sait que Luke Skywalker va pas de toute façon mourir, donc ça enlève un peu l'enjeu dramatique. Et après, il reste comment va-t-il se sortir de la situation. Encore que du coup, pareil, j'avais été agréablement surpris de voir la mort de l'Inquisiteur. Parce que ça voulait dire qu'on pouvait encore être surpris, quoi. Oui, c'était une surprise, mais c'était pas forcément un personnage, même si on pensait que c'était le méchant, c'était pas forcément un personnage essentiel. Par contre, je pense qu'effectivement, le Rex, il peut très bien y passer, quoi. Ouais. D'une mort héroïque, certainement, mais il peut très bien y passer. En ce qui me concerne, voilà, donc plutôt emballé. Vous avez encore des choses à rajouter ? Moi, non. Je vous propose de donner votre note ? Eh ben, pour moi, ce sera 18/20. Voilà, le premier épisode qui m'a vraiment emballé, quoi. Céline ? Moi, je mettrais 15, encore une fois, parce que, encore une fois, il manque un petit peu
de choses sur le background. C'est le syndrome Netflix, tu sais, tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'était quand même très très sympa. Alors, me concernant, moi je mettrais un 16 parce que donc j'ai trouvé vraiment génial pour toutes les raisons qu'on a dit, mais un peu vide quand même par rapport au précédent. Alors, est-ce que c'était l'autre qui m'a vraiment où j'étais vraiment à fond où finalement ce qui s'est passé, ils ont juste découvert les inquisiteurs, bien évidemment j'ai trouvé génial, mais puis finalement ils ont rencontré les mecs, ils ont pris la fuite. Bon, on est un peu point zéro et puis j'ai été moins enthousiasmé, j'avais moins l'impression de vivre un grand moment de Star Wars, quoi. C'est des choses qu'on a déjà vues, le grand méchant qui court après, on s'échappe. J'ai trouvé moins cool que le précédent, quoi. Donc je mettrais un petit 16, 15-16, ouais. Donc un peu moins bon que le précédent, me concernant. Donc nous allons poursuivre donc avec l'épisode 4 de la saison 2, qui parfois sera donc appelé l'épisode 5, qui s'appelle Les Frères de la Corne Brisée. Et donc dans cet épisode, nous allons retrouver notre fameux Hondo Ohnaka. Donc c'était le pirate de The Clone Wars qu'on a connu donc effectivement Loïc, puisque Céline du coup tout à fait ne connaît pas. Et du coup c'est agréable parce qu'on retrouve un élément de The Clone Wars. Mais alors tout de suite avant de lancer sur le scénario, moi ce qui m'a piqué, ça a été déjà la caractérisation du personnage en termes déjà physique et dans sa gestuelle, etc. Mais surtout dans sa personnalité. Certes, c'était un personnage assez excentrique, un peu remuant, mais j'ai l'impression qu'on ne le reconnaît. Moi, je l'ai pas reconnu, ce personnage. En plus, il est seul. D'habitude, il a toujours sa bande de pirates. Il est assez. Il était un peu plus charismatique. Et là, t'as l'impression, c'est un peu alors, je vais mettre des guillemets. Il fait un peu bouffon, quoi. C'est un personnage un peu comique à la Jar Jar, pas très crédible. Pas très impressionnant. Déjà, moi, c'est vraiment le gros truc qui m'a choqué. Ça devient le personnage comique de l'épisode. Alors, je suis curieux de savoir ce que toi, Loïc, t'en penses. Et puis aussi, Céline, toi qui l'as découvert finalement à travers cet épisode. Bah écoute, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie, mais moi je l'ai totalement retrouvé, justement au contraire de toi. C'est là où c'est intéressant. Alors effectivement, encore une fois, il a plus son groupe de pirates, etc. Donc on sent qu'il y a peut-être aussi un changement de statut pour le personnage. Il s'est passé peut-être 15 ans, 20 ans où il y a eu de l'évolution. Peut-être qu'il est tout seul, il a été lâché. Peut-être que l'Empire s'en est mêlé. Enfin, il y a plein de possibilités. Peut-être qu'on le saura grâce à un comics. Peut-être qu'on le saura grâce à un comics ou un épisode. Mais non, moi je l'ai retrouvé totalement, ce côté excentrique, ce côté roublard un petit peu qu'il pouvait avoir dans The Clone Wars, je l'ai totalement retrouvé. Ouais. En effet, c'est vrai que ça fait un petit peu penser à Lando, le côté un petit peu pirate qui te roule dans la farine à la fin. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté aussi assez exubérant, mais vu que je connaissais pas le personnage, ça m'a pas choqué. Tu l'as aimé ce personnage ou pas ? Pas plus que ça. Franchement, non, c'est pas. Je veux dire, si on le revoit pas, ça va pas me manquer, quoi. Alors, donc du coup, comment est-ce que notre personnage arrive à retrouver le fameux Hondo ? Donc finalement, il retourne sur le vaisseau Visago. Voilà, Visago, donc à qui justement, qui leur avait d'ailleurs rendu un service à l'époque. Donc Visago, moi, qui est un personnage que j'ai plutôt bien aimé. Je trouve qu'il faisait bien Star Wars, il faisait bien trilogique, que justement avec son côté, lui, je trouvais que voilà, c'était vraiment un peu le contrebandier, un peu crasseux, tout ça. Et lui, j'avais trouvé bien. En plus, c'était un Dévaronien, j'adore cette race, quoi. Contrairement au Wikeh, quoi. Je sais pas pourquoi. Ah oui, le Dévaronien, oui, j'y étais pas du tout. Ouais, le Dévaronien jaune, en fait, finalement. Oui, et qui est aussi la même race que le personnage qui accompagnait toujours Quinlan Vos dans les comics de l'ancien canon. Exactement. Et c'est ça qui m'a plu dans ce personnage. Dévaroniens, on les voyait pas mal aussi dans les comics, Je sais pas si t'avais lu. Oui. On les retrouvait, alors, on les a retrouvés dans les comics République à l'époque, on les retrouvait dans les Legacy, on les retrouvait souvent, Et puis d'ailleurs, on y en avait un chez Jabba le Hutt. Donc c'est un personnage trilogique. Et le Wikeh, donc on en avait aussi à l'époque chez Jabba le Hutt, sur la barge de Jabba. Mais les Wikeh, je sais pas, j'ai jamais pu piffer leur gueule. Voilà, c'est vraiment du racisme à l'état pur, quoi. J'aimais pas leur mentalité. Je sais pas, j'ai toujours eu un problème avec eux, quoi. Et même dans les romans, je me rappelle de Karen Travis, il y avait un Wikeh, c'était tous des crasses. Ils se comportaient vraiment, ils avaient aucune dignité, quoi. Donc par contre, ça c'est assez fidèle, donc on garde l'esprit de ces Wikeh. Donc du coup, il retourne donc sur le vaisseau. Donc Hondo Ohnaka a pris possession du vaisseau. Il l'a emprisonné. Je sais pas, il a pris possession de ses droïdes.
ça tient bizarrement debout. Bon, c'est cohérent, hein, mais je sais pas, j'y croyais pas trop. Puis il se retrouve tout seul sur ce vaisseau. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas très bien monté. Ouais. Et puis donc du coup, l'autre est emprisonné et donc il lui demande en fait d'aller donc de le délivrer puisque du coup il a une dette envers Visago, hein, bien sûr. Et puis donc du coup il y a une espèce de combat, la mort moelle-nœud. Oui. Ouais, allez-y, continuez hein, si vous voulez. Comme d'habitude, ils s'en sortent. C'est pas trop commun, mais. Donc à un moment, j'ai envie de dire qu'il faut avoir un sabre laser et puis un blaster et puis on sort de toutes les situations, quoi. C'est un peu ça, quoi. Non, moi j'ai trouvé cet épisode vide, inintéressant au possible. Déjà les pirates, c'est les pirates, les contrebandiers dans Star Wars, c'est le truc qui me chauffe le plus. Je déteste ça. Mais alors là, en plus, quand c'est un espèce de huis clos, qui a que 3 personnages, les robots sont inintéressants. Alors, j'adore Ralph McQuarrie, hein, on lui doit beaucoup de choses. Je l'aime très fort. De là où tu es, si tu m'entends, voilà, je t'aime très fort. Mais j'en ai marre, en fait, qu'on réutilise ces designs à tout bout de champ. Alors, c'est valable pour l'épisode 7, pour ce que j'en ai vu. C'est valable pour Star Wars Rebels également. Je pense que si George Lucas a choisi de faire une adaptation de beaucoup de ces designs, c'est qu'il y avait une raison. Et je n'aime pas qu'on réutilise les looks tels quels ou avec très peu d'adaptation. Et c'est là, en tout cas, le look des robots. Après, ça dénote pas dans un univers Star Wars. Ces robots sont tout à fait cohérents et possibles. Il y a pas de souci. Mais voilà, moi, c'est des designs que je connais. J'avais envie peut-être aussi de voir autre chose. De voir ce que des équipes qui ont quand même créé The Clone Wars et qui ont augmenté un background déjà conséquent étaient capables de faire. Donc voilà, ça me dérange. Le seul point positif pour moi de cet épisode, c'est que on continue à découvrir que Kanan et Rex ne se piffrent pas. Je trouve que c'est le seul point positif de cet épisode. Et puis on retrouve aussi Asmorigan. Bon, ça permet, on va dire, de retrouver un des personnages qu'on avait dans le précédent, quoi. Voilà. Si on aime ce personnage déjà. Oui, tout à fait. Oui, non, mais oui, effectivement. En plus, oui, il a vraiment une tête de verrue, quoi. Mais ouais. Puis oui, mais enfin, les personnages moches et un peu malsains me gênent pas, mais oui, celui-là est pas génial. Bon, je préfère quand même à Hondo Naka, quoique même pas forcément. Il va falloir faire un classement. Ouais, non, Puis du coup, ouais, comme tu dis, ils arrivent à s'échapper de la situation à coup de blaster. Bon, il est un peu surpuissant, ce Ezra. C'est un peu gênant. J'aurais envie de dire, voilà, on est sur un épisode, typiquement ce genre d'épisode, il est là pour un peu boucher les trous et pour éviter qu'on voit tout le temps des grosses batailles de grande ampleur, histoire de donner un petit peu de légèreté. Bon, c'est bien qu'il y en ait un de temps en temps, mais si on en a trop, autant faire une saison de 13 épisodes, j'ai envie de dire. Bah après, est-ce que c'est pas non plus aussi le moyen de donner à chaque personnage, puisque après c'est quelque part un peu le cas aussi, à donner à chaque personnage son épisode qui lui est consacré dans son intrigue propre. On aura ça après avec Sabine. Il y a ça un peu d'une moindre mesure avec Hera. Donc je me dis que c'est peut-être ça qui fait que bon voilà, ça fait un peu office d'épisode de remplissage quand même. Mais c'est vrai que les autres épisodes consacrés à un personnage, sont mieux équilibrés, je trouve. Il y a plus le reste de l'équipe. Là, on voit vraiment que Ezra tout le long de l'épisode. Ouais. Bah, surtout que ça reste, faut pas oublier, il est peut-être Jedi, il est peut-être des merdes, mais ça reste un gamin. Il tient tête à des adultes, à une armée de robots, donc bon, est-ce qu'à un moment donné, bon, évidemment, c'est une série pour les enfants principalement, mais je pense qu'on n'aurait pas eu ça on va faire encore une fois le parallèle, même si je pense que peut-être à un moment donné nos auditeurs en auront marre, mais dans The Clone Wars, il y avait peut-être un côté plus réaliste malgré le fait que même les enfants étaient des Jedi, ça semblait plus compliqué. Bon, on va passer du coup à la notation, on va dire, en quelque sorte. Alors, pour ma part, ça sera vraiment un petit 8 sur 20, mais vraiment pour être gentil, parce que j'aurais pu le noter, moi. Céline ? Je lui mettrais 11. 11, ok. Parce que, voilà, c'est pas passionnant, quoi. Moi, je lui mettrais 10, mais c'est vraiment histoire de dire qu'ils ont fait des efforts pour aller chercher quelques idées par-ci par-là, mais typiquement, c'est un épisode, ils auraient mieux fait de pas le faire et de faire une saison à 21 épisodes ou à 20 épisodes, enfin d'en enlever un. Ils auraient mieux fait de l'enlever plutôt que de le faire, presque.
Bah, s'il y en a un que vous devez zapper, là tout de suite, zappez celui-là, quoi. Ouais, pour l'instant c'est celui-là. Surtout que le choc a été rude parce que juste avant, on s'est tapé 3 quand même relativement très bons épisodes. Et derrière, boum. Voilà, la chute est grande. Voilà, ça fait un peu effet soufflé, quoi. C'est dommage. Donc du coup, maintenant, nous allons passer à l'épisode 5. Donc du coup, qui a fait aussi beaucoup parler d'un point. Alors l'épisode 5, si on considère le pilote comme épisode 0, hein, sinon c'est épisode 6, qui s'appelle Les ailes du maître. Et alors, la particularité de cet épisode, hein, d'un point de vue référence, c'est que du coup, nos personnages donc vont aller chercher le B-Wing. Encore un élément, on a l'impression que cette saison est un catalogue de tous les vaisseaux de la trilogie, quoi. Et qu'on trouve à chaque fois un moyen de les ramener. De manière anachronique. Voilà, et le scénario est le suivant, c'est-à-dire qu'on a une planète donc, qui s'appelle Ibar, en fait, qui subit des assauts et qui a besoin d'aide, en fait, qui appelle les rebelles pour les aider. Et donc, du coup, ils vont chercher sur une planète qui s'appelle Chantipol. C'est ça, hein, c'est Chantipol ou Santipol ? Non, je crois que c'est Chantipol. Chantipol. Donc une planète en fait sur laquelle il y a le climat est plutôt hostile en fait. Il y a des espèces d'orages, d'atmosphère un peu bizarre qui empêchent en fait les pilotes d'y aller. Et sur cette planète, alors là par contre ça c'est un gros bonus, on a un Mon Calamari, hein, on est bien d'accord, hein, oui, c'est bien un Mon Calamari, Mon Calamari. Voilà, même s'il est un peu un Mon Calamari pygmé ou nain ou très petit, on va dire, parce que il est quand même peut-être vraiment très vieux. Hein. Ouais, ou alors peut-être qu'il est ratatiné, je sais pas. C'est comme ça que je l'ai perçu. Ouais. Bon, il devait pas être grand à la base quand même. Hein. Et donc du coup, ce Mon Calamari, donc du coup, on rappelle que les Mon Calamari, ça c'est plutôt encore un point positif, sont normalement des experts en vaisseau, hein, puisque c'est eux qui apportent tous les plus gros éléments de la flotte, les plus techniques, on va dire, hein, avec ces vaisseaux arrondis, et qui donc construit justement le fameux B-Wing. Et qui, à l'inverse des autres vaisseaux, a un fonctionnement un petit peu novateur finalement, puisque il se retourne, il pivote, etc. Et qui est présenté comme un nouveau vaisseau avec une plutôt forte puissance de feu. Donc rapidement, hein, bon, donc du coup ils vont l'essayer, etc. On va pas trop revenir dans les détails. Ce qui est d'un point de vue continuité, on pourrait dire que ça pourrait être peut-être la base du B-Wing, c'est-à-dire le premier, un prototype en fait qui pourrait servir peut-être à la flotte derrière à les produire ensuite à grande échelle. Bah c'est clairement de cette façon-là qu'il est présenté. Maintenant, c'est le B-Wing. C'est le B-Wing. Il n'y a pas de différence dans le design, même jusqu'aux espèces de bouches d'aération. C'est vraiment techniquement les mêmes. Pour moi, j'ai juste un doute sur les canons qui me semblent pas tout à fait les mêmes que dans le film, mais bon. Gros point positif par rapport à ceux qui aiment l'ancien univers étendu. C'était aussi un Mon Calamari qui avait construit le B-Wing dans l'ancien univers étendu, même si c'était l'amiral Akbar. Donc là, quelque part, j'ai envie de dire que Dave Filoni a envie aussi de faire plaisir aux fans. Alors, je le prends comme ça en tout cas pour ma part. Maintenant, alors, j'ai adoré cet épisode, je le trouve bien construit. Scénaristiquement parlant, bon, on peut toujours se demander que fait cet ermite sur cette planète un peu tordue, pourquoi est-il été là. Comment il fait pour manger? Voilà, comment il fait pour manger. Enfin, il y a plein de choses. Bon, on n'est pas dans un univers qui semble très humide, alors que les Mon Calamari normalement ont besoin d'humidité. Bah si, s'il y a des violents orages. Oui, si tu as les orages, mais ça semble assez. Tu vois, les roches sont assez calcaires. Enfin, il n'y a pas cette ambiance humide. C'est pour ça qu'il est tout sec. Peut-être. Alors, tu verras, Loïc, avec The Clone Wars, dès que quelqu'un essayait de trouver des défauts, j'essayais toujours de trouver une solution pour essayer de rattraper mon Lilanchi en fait, quoi. D'accord. Tu fais la balance. Voilà. La balance de la force. En fait, quand les Mon Calamari sèchent, il rappe. Bah peut-être que les Mon Calamari sèchent. En tout cas, j'ai un problème donc toujours avec le fait de ramener tout comme la TAT tout à l'heure. Après, je peux concevoir qu'on vient de nous dire les A-Wing, les B-Wing. Ils sont présents dans la flotte, mais je sais pas, avant la fin de la saison ou la fin de la série, on va nous expliquer que les chantiers navals qui les construisent ont été détruits, que ça met tout le projet en déroute et qu'il va falloir plusieurs années pour se reconstituer toute une flottille. Donc ça, éventuellement, je peux le concevoir, si tant est que ce soit ça, évidemment, l'explication ou une explication de ce type. Par contre, ce qui me pose un gros problème, et là, on va arriver tout de suite vers la fin de l'épisode, c'est l'armement du B-Wing. L'armement du B-Wing, on l'a vu en action dans l'épisode 6. Et là, il nous présente un armement
qui est tel quel celui de l'étoile noire, à plus petite échelle. Pour preuve, c'est que un B-Wing seul est capable de défoncer en revenant sur la planète, puisque à la base c'est de forcer un blocus. Ce B-Wing tout seul est capable de défoncer un petit croiseur stellaire, donc pas les gros croiseurs interstellaires, mais le modèle en dessous avec les trois moteurs que l'on voit principalement dans cette série. Alors moi je veux bien concevoir que ce B-Wing est puissant, mais non, il y a une échelle de valeur qui pour moi n'est pas respectée par rapport au canon de la trilogie originale et des films. Après, j'attends l'explication, je laisse, le bénéfice du doute, mais là, franchement, ça m'a quand même beaucoup dérangé. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était un peu déséquilibré, du coup, à la fin. Je m'attendais pas à ce que ils abattent le vaisseau adverse. Je pensais que, du coup, ils allaient en profiter pour faire diversion, ou je sais pas. Bah, c'est ça, et même visuellement, dans la mise en place du rayon, non. Alors, bon, on va essayer de raccrocher les wagons. On a qu'à dire que c'est cette version unique. Je sais pas, peut-être qu'il avait réussi par un prototype justement un peu spécial à avoir un peu plus de force, un peu plus de puissance de feu, je sais pas, ou qu'ils ont tapé au bon endroit, je sais pas. Et puis pour l'idée de qu'est-ce qu'il fout sur cette planète, on a qu'à dire qu'il y était justement bien parce que au moins il était planqué, et comme personne n'allait y aller sur cette planète, au moins il était sûr que personne allait venir lui piquer son vaisseau. Ça c'est sûr. Ah clairement, c'est ce qu'il dit. Peut-être que si on avait rajouté un géonosien avec lui par exemple, j'aurais pu croire à ce vaisseau et à son armement. Sauf que le géonosien, il aurait pas fourni des éléments pour l'Alliance Rebelle. Bah si, puisque la Confédération des systèmes indépendants qui est trahie par Dark Sidious à la fin de l'épisode 3 peut tout à fait dire bah oui, mais nous on nous a mis le couteau dans le dos. Est-ce qu'ils le savent qu'il leur a mis le coup dans le dos? Ils savent même pas que c'est Dark Vador. A quand même été assassiné. Ouais, mais... Tu as raison, ils peuvent toujours faire croire à un complot d'autres. Oui, tout à fait. Tu as raison. Mais bon, c'est vrai que si on m'avait mis un géonosien, peut-être un géonosien rebelle, pourquoi pas, j'aurais pu croire à cette histoire d'armement qui aurait été amenée de manière cohérente. Ah bah moi je préfère largement que ce soit un Mon Calamari. Hein, oui, non mais le Mon Calamari pour le vaisseau, le Mon Calamari pour le vaisseau, le géonosien pour l'armement. Parce que comment le Mon Calamari peut développer le même système d'armement que l'étoile noire à une échelle plus réduite. Mais il le faisait pas du tout en fait dans la trilogie originale. C'est ça que t'es en train de dire, je me rappelle plus moi. Ça se combinait pas les rayons. Disons que si, non mais dans la prélogie effectivement ils sont liés à l'étoile noire de toute façon. Le rayon qu'on voit dans cet épisode qui s'assemble pour faire un plus gros rayon, ça c'est clairement le rayon de l'étoile noire. Ouais. Même visuellement. Après, hormis la couleur. Le B-Wing, dans l'épisode 6, il tire des lasers, il tire du canon à ion, ça y a pas de souci, mais jamais de la vie on le voit en action avec ce système de rayons combiné quoi. Croisé, ouais. À voir finalement d'où vient la source de cette idée bien sûr, après on peut encore une fois on peut imaginer on peut dire que ce prototype qui va être il va être détruit et puis le Mon Calamari va mourir, donc les plans sont totalement perdus et puis on va redévelopper un B-Wing parce que le vaisseau était sympa mais qu'on n'arrivera pas à dupliquer l'armement. C'est-à-dire que on va dire que tant qu'ils ont rien précisé de vraiment très exactement on laisse bénéfice du doute. Voilà, on laisse, mais je dirais le bénéfice du doute, ça veut dire que en gros le mec il est à moitié coupable quand même. Je dirais plutôt que voilà, tant que on n'a pas de version qui précise les choses, c'est pas faux quoi. On peut toujours tout imaginer, tout est possible. Ça. Donc c'est ça. Moi ça me choque pas. Moi la seule petite chose que je reprocherais à cet épisode. J'avais mon petit frère qui était venu le regarder. J'ai un de mes frères du coup qui est pas du tout fan de Star Wars, qui est plutôt WoW et compagnie. Et du coup, on a regardé l'épisode, il l'a regardé avec nous, puis il m'a dit à la fin, il m'a dit attends, en gros qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs? Ils sont venus chercher un vaisseau, ils ont tiré un missile, et puis voilà, je t'ai synthétisé l'épisode. Et je me suis dit oui effectivement. Du coup, alors est-ce que du coup il m'a un peu cassé mon délire peut-être? Je me suis dit effectivement, si ça avait pas été un B-Wing, je lui dis oui mais tu te rends compte, c'est le vaisseau qu'on voit dans la trilogie. Il me dit ouais mais ça c'est du fan service quoi. Et effectivement. Si on enlève le fait qu'il y a un B-Wing, techniquement, il s'est pas passé grand-chose dans l'épisode. Exactement. Non, mais dans tous les épisodes, c'est rapide quand même. Les intrigues sont pas énormément développées.
Donc, moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Ouais. Finalement, mais avec un point de vue extérieur d'un mec non fan de Star Wars, tout de suite, ça paraît moins cool, quoi. Bon. Oui, mais après, moi, je suis pas contre ce genre d'épisode qui nous amène une nouvelle information, si tant est qu'on la redéveloppe au cours de la saison. Et voilà, un peu comme Céline, tu disais tout à l'heure, pour le 5e frère et la 7e sœur, tu en avais pas assez, t'avais envie d'en avoir plus, et ça viendra sans doute au cours de la saison. Là, peut-être que j'en ai pas eu assez, et que le reste viendra au cours de la saison. Mais si à la fin de la saison, ou à la fin de la série, allons, extrapolons jusqu'au bout, j'ai pas la réponse à pourquoi le A-Wing et le B-Wing ne sont pas dans l'épisode 4 et dans l'épisode 5, là je dirais, non, là il y a un problème les gars. Ouais, il y a un autre élément sur lequel ils ont commencé à nous teaser, c'est le background de Hera. Elle parle de sa sœur, elle parle de... Voilà. Mais c'est resté très vague. Et là encore, il va falloir creuser, quoi. C'est bien qu'ils développent le background du personnage. En plus, encore une fois, Hera, c'est un personnage de The Clone Wars. Enfin, c'est un personnage, pas directement, mais qui était présent pendant The Clone Wars, pendant que les clones ont libéré sa planète, enfin, se sont battus pour sa planète. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui l'a amené à rejoindre l'Alliance Rebelle, comment elle a réagi quand... D'ailleurs, sur Hera, j'aurais une question à créé. Vas-y. Alors, ma fille, elle est tout le temps en train de me demander, est-ce que c'est la petite fille qu'ils ont sauvée dans The Clone Wars? Il me semble pas. Je sais pas si tu te rappelles, Loïc, de cette petite fille oui, je me souviens très bien. Sur Rylot. Oui, je me souviens très bien, justement, c'est cet épisode auquel je faisais référence à l'instant. Non, il me semble que la petite fille n'est pas la fille du leader des Twi'lek sur Rylot. Par contre, Hera est la fille du leader des rebelles sur Twi'lek. Ah, d'accord, le fameux là qui monte la bestiole là. Ouais, c'est sa fille. D'accord. Donc voilà. Donc après peut-être que je me trompe. Si quelqu'un, si un de nos auditeurs a la réponse, qu'il n'hésite pas dans les commentaires à nous corriger ou à nous donner l'information. Voilà. Donc je vous propose qu'on vote. Oui, on va voter. Pour moi, ce sera un 12 sur 20 à cause de l'histoire du B-Wing. Sinon, j'aurais mis 14. Moi, je mettrais un 14 parce que j'ai pas de réserve là-dessus. Moi du coup, alors est-ce que c'est parce que je me suis fait casser derrière je mettrais un 13 parce que voilà, je suis content d'avoir vu un Mon Calamari et puis le B-Wing quoi, mais je me demande si c'est pas un peu du fanservice quoi qui m'a fait plaisir. Voilà, je me demande si je me suis pas fait un peu avoir par mon côté geek un peu. Donc voilà, on passe du coup à l'épisode suivant, donc Sœur de sang qui est l'épisode 6, toujours avec le comptage qu'on a fait, sinon ce serait donc l'épisode 7 quand vous le trouvez sur internet à divers endroits. Donc en anglais c'est Blood Sisters, et donc du coup cette fois-ci c'est plutôt un épisode qui est centré sur Sabine, puisqu'on disait que dans chaque épisode on a un nouveau personnage qui est centré, et donc du coup on a un droïde en fait qui ressemble un peu, c'est un peu un gros mousse droïde on va dire, qui transporte, qui s'appelle EG86 donc et qui nous transporte donc des informations pour les rebelles. Donc il y a la petite vanne au début, c'est assez bien foutu, les informations sont cachées, donc ils cherchent, ils ont un mot de passe en fait et ils le donnent à tout le monde, et ils se doutaient pas que c'était dans un droïde aussi pourri, et ils expliquent que du coup c'était bien vu parce qu'un droïde aussi pourri comme EG86, personne va se douter qu'on va avoir planqué les éléments là-dedans. Donc du coup j'ai trouvé que c'était assez bien vu quoi dans l'idée. Et donc sauf que du coup le problème qu'on a, c'est que ce fameux droïde dans lequel sont cachées les informations, il est également courtisé par un autre personnage qui a des allures de Mandalorien, donc qui s'appelle Ketsu Onyo, et qui est donc une amie de... Alors, est-ce que pour vous, c'est un chasseur de primes, mercenaire, mais pour moi, on ne peut pas l'associer à un Mandalorien. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Moi, non, pas du tout. Je l'ai pas du tout vu comme un Mandalorien. Moi, j'ai vu vraiment un chasseur de primes, quoi. Ouais, chasseur de primes classique. Ouais. Chasseur de primes lambda. D'ailleurs, elle a même... Je sais même pas sûr qu'elle a un blaster. Elle a une espèce de vibrolame dans le dos, mais je suis pas sûr même qu'elle ait un blaster. Elle ressemble vraiment pas du tout à un Mandalorien. Et donc du coup, elle avait connu Sabine donc à l'Académie impériale, et donc chacune visiblement ont dû faire leur chemin. Et là aujourd'hui, elle précise qu'elle ne travaille donc plus non plus elle pour l'Académie impériale, pour l'Empire, mais pour, alors ça j'ai bien aimé la petite référence, pour Soleil Noir, donc qui est une organisation criminelle. Donc du coup, et qu'elle doit aussi récupérer ce fameux droïde pour avoir les informations. Alors on ne nous dit pas si Soleil Noir lui travaille pour l'Empire, ce qui pourrait être aussi le cas, puisque du coup finalement eux, le but c'est de faire du fric aussi, Soleil Noir.
Ah bah c'est des indépendants, ils travaillent pour l'un ou pour l'autre, selon celui qui paye, mais comme l'Alliance Rebelle a moins de sous, forcément. Voilà, donc c'est très certainement que ça peut être ça. Bon, comme dirait Loïc, ça ne nous est pas précisé, donc du coup, on peut toujours imaginer ce qu'on veut. Donc moi j'ai bien aimé ce petit clin d'œil, donc après bon bah techniquement on va peut-être pas décrire tout l'échange qu'il y a, mais il y a cet échange de... Bon, elles se font des sales coups, elles essayent de se piquer le droïde. Bon, rapidement déjà, vous en avez pensé quoi déjà le cadre du scénario? Bah, un peu comme l'épisode d'avant, comme l'épisode avec le pirate, j'ai pas du tout été intéressé ni par le background de Sabine, qui est peut-être trop peu tout simplement développé, et j'ai pas non plus été intéressé par ce qui se passait dans l'épisode. Voilà, on a une confrontation entre deux personnages, deux vaisseaux, ils se retrouvent tous les deux, machin, il y a un petit peu de bataille, une patrouille impériale qui arrive, fin de l'épisode. Voilà. Je trouve aussi que finalement, ce qui est intéressant dedans, c'est le background. Pardon. Tu voulais finir, Loïc ? Non, vas-y. C'est le background de Sabine, et finalement, on donne presque aucun élément. Il n'y a rien du tout. Bon, on sait qu'elles ont été ensemble à l'académie. C'est pas... Je me demande si elles disent pas qu'elles se sont enfuies ensemble à un moment donné. Elles n'ont pas dit ça. Mais bref, on sait pas comment elle s'est retrouvée là-bas, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis, est-ce que... je sais pas, ça manque de... Il y a rien en fait. On a quand même l'impression que c'est un personnage qui sera amené à revenir et qui sera certainement développé un peu plus. Hein. On n'en sait pas beaucoup plus que ce qu'on savait déjà dans la saison 1, c'est-à-dire que Sabine a fait l'Académie impériale. Tout à fait. Non mais moi je parlais de Onyo là, Ketsu Onyo. Oui, je comprends bien. Je pense qu'il reviendra. D'ailleurs, bon, du coup, c'est pareil. Hein, c'était facile, hein, je veux dire, scénaristiquement. Les mecs, bon bah voilà, finalement. Plutôt que de laisser sa copine mourir, elle est reprise de culpabilité, donc elle va la sauver, et puis finalement elle l'aide quand même à ramener les mecs qui bossaient chez Soleil Noir à une époque, ils étaient un peu plus vicieux que ça quand même. Hein. Oui, bah de toute façon, pour moi, elle est affiliée au Soleil Noir juste en tant que chasseuse de primes. Elle a peut-être, elle mène des missions pour eux, mais je la vois pas affiliée au Soleil. En tout cas, pas au Soleil Noir comme on le connaissait. Peut-être un Soleil Noir plus épuré, c'est possible aussi, hein, pourquoi pas. Ça peut être un... ouais, en fait elle est peut-être là, elle fait des petites missions, tu vois, comme ça, peut-être qu'elle est genre... on pourrait pas dire qu'elle fait partie vraiment de l'organisation, c'est peut-être juste c'est ça. Un équivalent d'un vacataire, on pourrait dire. Ouais, voilà, un freelance quoi. Voilà, un freelance, ouais, voilà, mais pour les missions un peu pourries. Et je me posais la question d'ailleurs, est-ce que c'est toujours le prince Xizor qui gère le Soleil Noir ? Bah, il ne me semble pas qu'on ait d'informations à ce sujet pour l'instant. A priori, tout ce qui est Soleil Noir, c'est tout Legend, non ? Je veux dire, à part le fait que ça existe. Mais j'ai eu un doute en fait quand j'ai refait mes notes pour l'émission, mais je me demandais si le Soleil Noir n'apparaissait pas dans The Clone Wars. Et il m'avait semblé que si, mais j'ai un très très gros doute. Il me semble que si, et je me demande justement, il y avait quelques comics qui étaient canons. Et il me semble... Alors je sais plus s'il est canon. Ah non, ça doit être Legend, celui où le Soleil Noir allait attaquer Dark Maul, ouais. Ouais, non, c'est Legend. C'était Legend. Bon, bah attends, moi j'ai rien dit. Mais après quand même, je veux dire, ils ont quand même gardé dans le canon des personnages. Ils ont gardé Quinlan Vos, ils ont gardé quand même pas mal d'éléments quand même, j'ai envie de dire importants. Donc à mon avis, le prince Xizor, c'est quand même un des monuments de l'UE. Je vois pas pourquoi ils l'auraient supprimé. Bah, ils ont pas gardé Throne pour l'instant, donc. Ouais, mais Throne... Oui, c'est pas le même impact. Mais maintenant, bon, encore une fois, rien, tant que ça nous est pas dit, rien ne prouve que c'est pas lui. Moi, je serais content de revoir Xizor, mais après, c'est pas forcément le personnage auquel j'étais le plus attaché, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, est-ce que les Fallen existent toujours dans cet univers ? On ne le sait même pas. Parce que c'est pareil, ils avaient un pouvoir avec leurs phéromones beaucoup. Difficile à gérer, je pense, pour des personnages principaux dans une série de Disney pour enfants en plus. Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt à le ramener ? Bon, pas sûr. Ou peut-être que du coup, on en parlera dans des médias alternatifs. Moi, j'aimerais bien que dans les Star Wars, dans un comics, on voit du Soleil Noir ou des équivalents, un peu de la crasse, quoi. Ouais, bah, bien sûr. Ouais. Après, l'univers, c'est l'intérêt aussi de l'univers Legend qui redémarre. Enfin, de l'univers étendu qui redémarre. C'est que toute possibilité nous est ouverte. Ouais, il y a du suspense, quoi. Ouais, c'est clair. Ce sera peut-être moins le cas quand ça commencera à s'étoffer, quoi. Et donc du coup bon bah voilà un final. Ah si, ce qui est sympa sur la fin, c'est que du coup on ramène EG86 chez Bail Organa et donc sur la planète Alderaan. Sur Alderaan, ouais, Alderaan. Ça c'est cool. Et je me dis moi je sais que Bail Organa c'est un de mes personnages préférés de Star Wars.
Et je te rejoins aussi. Ouais. Enfin, tu vois, déjà d'un point de vue physique, parce que l'acteur, j'adore l'acteur en l'occurrence, mais de ce qu'il représente aussi, si tu veux. Je trouve que c'est tellement une belle alternative à ce qu'on peut voir justement avec certains Jedi, où je le trouve quelque part presque plus sage que Maître Yoda, quoi. Puis surtout, il a tellement de potentiel pour revenir ultérieurement, que ce soit d'ailleurs en animé ou en film. Ah bah oui. Moi, je voulais noter un petit truc que j'étais content de retrouver, c'est que le vaisseau que vole Sabine, le pilote est un droïde du même style que celui qui pilote le Star Tour, le Star Speeder du Star Tour. Et j'ai trouvé ça génial, encore une fois, petit clin d'œil, et voilà, ça étoffe le background vraiment. Enfin, voilà, on est dans un univers, comme tu disais tout à l'heure, qui est cohérent, qui est construit et qui se développe. Je vous propose donc de passer à la notation. Moi je mettrais un petit 10 sur 20 parce que c'est un épisode qui globalement j'ai pas trouvé du tout intéressant. Mais j'ai rien à lui reprocher, donc je peux pas lui mettre non plus en dessous de la moyenne. Céline ? Moi je lui mettrais 12 parce qu'il se regarde, mais il y a rien de particulier. Moi je serais à peu près dans les mêmes notes que vous, 12-13. Enfin, voilà, il se passe pas grand chose, quoi, mais bon, on passe un bon moment. Allez, je mettrais même des 12 quand même, quoi. Ouais, un petit 12. Bon, effectivement, un épisode pas très intéressant. Après, peut-être que j'ai l'impression quand même que ce personnage, il a pas été introduit pour rien. On verra ce qu'il en est. 22 épisodes pour la réponse. Ouais, tout à fait. Mais enfin, je suis persuadé qu'on va retrouver des personnages dans les Star Wars Story. J'en suis sûr. En tout cas, je l'espère. Ah oui, je l'avais pas vu sous cet angle-là, peut-être. Pour ce personnage, ouais, pourquoi pas. Et ce serait cool. Parce que elle a un côté un peu badass quand même, même si c'est reste lisse, hein, parce que Star Wars. Parce que c'est Star Wars. Mais après, ça peut être un peu à la, comment s'appelle-t-elle, à la, cette chasseuse de primes qu'on voit dans l'épisode. Au Racing. Au Racing, merci. Qu'on a revu dans The Clone Wars. Ça peut être un peu de cet acabit-là. Voilà. Mais à l'inverse, donc, qui apparaît ici et qui va dans un film. Pourquoi pas? C'est ça qui est marrant, c'est que d'habitude, on partait des films pour comment dire, pour tricoter autour avec l'UE, et là maintenant on va partir de l'UE pour peut-être tricoter du film, quoi. C'est marrant ça, du coup. Parce que Quinlan Vos a tout changé, et puis non, avant Quinlan Vos, la Twi'lek bleue, comment s'appelle-t-elle? Ayala Secura. Voilà, merci. Et même au Racing est dans le film aussi. Oui, mais elle apparaît dans le film, puis elle va dans les comics, et voilà c'est ça. Aelia Secura, elle part du film. Et on l'a retrouvée Non, elle part du comics et elle va dans le film. Exactement. Et on les retrouve aussi, ces 3 personnages qu'on vient d'évoquer, mais il y en a plein d'autres, hein. On les retrouve dans The Clone Wars, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que le côté Quinlan Vos, je crois que c'était le pire. Parce que autant Ayala Secura et au Racing, on les voit vite fait interagir. Mais Quinlan Vos, c'était vraiment un figurant. C'est un mec, il passait derrière avec habillé en pélo, quoi. Il avait un autocollant jaune sur le nez, et puis les gars l'ont fait en figurine, ils se sont dit bah tiens, on va lui inventer tout un passif et tout, une culture, enfin, tu vois, tu sentais que c'était vraiment mais c'est ça Star Wars. Bricolé, quoi. Oui, tout à fait. Encore que au Racing, on la voit pas beaucoup. Ouais, mais on la voyait quand même plus que Quinlan Vos, parce que Quinlan Vos, je me rappelle avoir mis pause pour le voir quand je regardais La Menace Fantôme. Ouais, moi j'ai dû le voir une fois, mais vraiment. Ouais. Parce que je le cherchais. J'ai dit attention, il y a Quinlan Vos qui va passer, quoi. Il est là. Tu vois, mais limite t'es vraiment gogol, quoi, d'en arriver à ce niveau-là, parce que en fait c'est pas du tout Quinlan Vos, c'est juste un pauvre type, ils avaient pas trouvé trop de déguisement derrière, et voilà. Et après je me rappelle qu'ils avaient même raconté, donc là on part sur du légende, hein, mais ils avaient même raconté toute une histoire, qu'est-ce qu'ils foutaient là à ce moment-là, pourquoi, etc. C'était voilà, c'est assez marrant, quoi. Donc là peut-être qu'on verra la situation inverse, ou peut-être pas. Et donc tout ça nous amène donc au dernier épisode qu'on va chroniquer, donc qui s'appelle donc Steel Strike, donc épisode 7, équivalent 8 si on compte différemment. Et donc en français il a été traduit par la frappe furtive, hein. L'idée en gros, on a donc Ezra et puis le commandant Sato et tout son équipage qui sont capturés par un vaisseau impérial qui utilise une nouvelle technologie. Alors moi en ce qui concerne, donc c'est la technologie en fait qui bloque les vaisseaux qui sont dans l'hyperespace. Moi ça m'a rappelé les interceptors, je sais pas si... Non, les interdicteurs. Interdicteurs, oui, pardon. Ouais, c'est ça. Ce sont bien la transposition exacte des croiseurs interdicteurs de l'univers légende. Il y a absolument aucune différence, même dans le design. Il y a bien ces 4 boules, les boules de chaque côté. Voilà, voilà. On a utilisé l'UE, là c'est intelligent. Donc vas-y si tu veux. D'un point de vue chronologique, du coup, et s'ils n'étaient pas censés apparaître plus tard, justement. Bah après ça, encore une fois, c'est l'univers légende.
Oui, c'est vrai. Je vais juste encore une fois poser le même problème que pour le babying, même si là ça m'a moins dérangé. Où sont-ils dans les films de la trilogie originale? C'est vrai. Voilà. Parce qu'en plus, pour bloquer le Faucon Millenium, rien de tel, quoi. Ça aurait été nickel. Mais bon, c'est vrai que ça m'a moins dérangé que pour le babying. Après, visiblement, ils ont eu aussi, enfin, c'est comme ce qu'il faut expliquer pourquoi ça a peut-être pas été utilisé dans les 3 films qu'on a vus, c'est que les mecs ont quand même eu soit un coup de bol, soit ils ont eu un tuyau pour savoir sur quel canot ils allaient passer. Puisque pour capter quelqu'un dans l'hyperespace, le vaisseau attend au plein milieu de la route. C'est comme si nous, par exemple, on mettait les flics au milieu de l'autoroute. Faut savoir que le bandit va passer sur telle autoroute. Oui, bien sûr. Après, cette technologie-là, elle permet surtout à mon avis, de contrôler des zones de piraterie ou de ce genre de choses. C'est sûr que voilà, si on veut capturer le Faucon, maintenant, s'il y avait eu un croiseur interdicteur, par exemple à la sortie de Hoth, aucun vaisseau rebelle n'aurait pu sortir du côté du croiseur interdicteur. Donc il suffisait d'en placer 4 ou 5 tout autour de la planète, et puis les rebelles étaient piégés, quoi. Fin du film. Merde, j'ai pas trouvé un truc. Dans le coin aussi, enfin. On peut leur regarder des excuses quand même. Si ça se trouve pas à tous les coins de rue. Là, en plus, ils l'ont détruit, donc. Oui, bah, c'est le prototype d'un calamarien qu'ils ont détruit. C'est ça, c'est l'histoire du babying qui se répète. C'est ça. Alors je sais pas si tu as fini le déroulé. Ça c'est en gros c'est le synopsis, mais vas-y tu peux poursuivre Loïc. Ouais voilà, parce qu'en fait c'est voilà, autant j'ai parlé avec amour tout à l'heure d'un épisode où j'ai mis 18, je mets encore celui-là au-dessus. Là c'est oui pour moi c'est Star Wars. Pour moi là c'est l'épisode 4 version Star Wars Rebels. Il y a tout, il y a l'infiltration dans une base impériale, il y a le look de la base impériale, le look de la prison impériale. L'officier commandant du croiseur interdicteur qui a un look, on a l'impression d'avoir ce personnage qu'on voit au tout début de l'épisode 4 aux côtés de Vador dans le blockade ils lui ont vraiment fait une sale gueule de con. Il a une sale gueule de con, il a les pattes, il a l'habit noir, la barre de grade, tout y est. Puis je sais pas, cette infiltration qui est extrêmement réussie. On voit des gunners, des gunners impériaux avec leurs casques si reconnaissables. Ezra va couper des générateurs, un peu comme Obi-Wan. Il y a toute cette bon, après il y a Rex et Kanan qui se retrouvent, qui sont obligés de faire équipe ensemble et qui vont mettre chacun de l'eau dans leur vin. Ça fonctionne. Rex est capturé, Rex est torturé. Cet officier qui est vraiment un salaud, un peu à l'instar de ce qu'on voyait à la fin de la saison 1 de Rebels quand Tarkin arrive. Voilà, et puis le robot torture. Le robot torture, ouais, bien sûr qu'on retrouve. Oui. Mais vraiment visuellement, je trouve qu'on est vraiment là au cœur de Star Wars. C'est voilà, VP. Alors pour finir sur une explosion, donc comme on le dit tout à l'heure, le croiseur est détruit. Je trouve que l'explosion, elle est magique. Il y a tout un ensemble de couleurs. J'ai l'impression d'avoir l'explosion d'un des films. Mais là, on est dans une série Star Wars Rebels et j'étais subjugué, j'étais sur le cul quand l'épisode s'est fini. Je me suis dit mais waouh, qu'est-ce que je viens de voir. En plus, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, le côté interdicteur d'avoir utilisé quelque chose de l'univers étendu. Donc, enfin, moi, j'ai que des éloges à faire à cet épisode. J'ai pas de point négatif, absolument aucun. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Céline, vas-y. Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, pour le coup d'être dans la bonne trajectoire, moi, j'ai compris que ils avaient d'abord chopé un premier vaisseau rebelle, que c'était celui-là qu'ils étaient venus chercher Ezra et Sato, et que du coup, ils sont juste à proximité du dernier endroit où le vaisseau rebelle a été vu. Donc tout le monde se précipite dans le piège. Voilà. Pour ça, je pense que c'est quand même assez cohérent. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a des petites inventions où on se dit, mais c'est vrai, pourquoi on n'a pas vu ça avant dans Star Wars? Par exemple, Ezra qui allume son sabre laser quand il est à la ceinture du Stormtrooper, on se dit, c'est vrai, il a la force, pourquoi il allume pas le bouton? Déjà, ça l'avancerait bien, quoi. Et pareil, quand Rex et Kanan font équipe, Kanan qui avance les Stormtroopers pour que Rex puisse les shooter. Ah, ça c'était génial. Énorme, ça c'était énorme. Très très bon, ça. Moi, j'étais morte de rire et puis on se dit, oui, c'est logique, quoi. T'as la force, t'en profites. Et le coup de non mais Ezra, pourquoi tu mets ton rayon paralysant? On sait très bien que c'est une série pour enfants, que on va pas faire un enfant tueur dans la série
Et le fait qu'ils aient du recul là-dessus, c'est juste énorme. Il y a quand même toujours des Stormtroopers qui y passent, même si, comme dans les films, on voit jamais qu'ils sont morts. Nous, on le sait. Aussi, un truc qu'ils ont noté en dehors de pourquoi t'as mis ton rayon paralysant, c'est con. Il y a aussi, t'es comme les Stormtroopers, tu sais pas tirer. Et ça c'était génial. Celle-là, elle est énorme parce que c'est vraiment la grosse blague qu'on fait tout le temps sur Star Wars, c'est que les Stormtroopers ne savent pas tirer. Et là, le fait qu'ils lui disent les clones, c'est comme les Stormtroopers, ça sait pas tirer. Putain, ça c'est, tu vois, c'est vraiment de la vanne, tu sais, comme tu te fais au boulot, mais suivant la profession que tu fais, quoi. Je pense qu'il y en a dans tous les boulots, et de jouer sur les stéréotypes. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que c'était énorme. T'as le côté genre on se moque un peu de Star Wars parce que les Stormtroopers savent pas tirer, et puis c'est de dire à un clone toi t'es qu'un Stormtrooper, enfin c'est l'insulte de base. Enfin je trouve que c'est vraiment bien vu. C'était bien vu, super bien vu. Et pour revenir sur ce que tu disais Céline, effectivement quand Kanan tire, donc il y a l'association des frères ennemis un petit peu qui peuvent pas se blairer mais qui s'entraident, tu sens qu'il y a une relation qui commence à se tisser, ça c'est génial. Et le fait qu'ils les tirent, effectivement, en plus ils ont l'air trop cons les Stormtroopers quand ils les avancent pour les dégommer. Mais c'est vrai qu'on s'est tapé une bonne barre de rire, je me rappelle. Et à ce moment-là, on a fait un retour image, tu sais, avec la télécommande, et on se le rematait en reprenant une barre de rire, tu sais, comme t'as un sketch un peu à la con, je sais pas si vous avez fait ça sur les films rigolos. Et vraiment, ça nous a vraiment fait marrer, et on a pris des bons fous rires là-dessus. Donc ouais, il était vraiment plaisant. En ce qui me concerne, moi, j'ai quand même un petit reproche à faire, c'est que moi, ce qui m'a piqué un peu, c'est le coup de... Putain, encore un mec prisonnier sur une base. Encore, on se déguise en Stormtrooper pour aller le sauver. Et encore, on réussit à s'échapper. C'est vrai. C'est vraiment... Encore par rapport à quoi ? Ben, si tu veux, dans l'épisode 4, enfin... Oui, mais chronologiquement, ça se passe après. Oui, non, mais encore... Alors, pas d'un point de vue chronologique. Bon, après, il y en a eu d'autres, des sauvetages. Hein. Rappelle-toi, Ezra, il a déjà été capturé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Kanan a déjà été capturé. C'est un peu redondant. Moi, c'est ce côté... Et d'un point de vue scénaristique, même si chronologiquement c'est avant l'épisode 4, c'est plus ou moins quand même le même synopsis, quoi. Oui, bien sûr. Bah, justement, moi c'est ce qui m'a plu. Ouais, mais si à chaque fois qu'il y a un épisode il faut se déguiser pour aller sauver un mec, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment. Oui, non, mais après, je me dis quelque part, c'est le seul moyen de nous placer les personnages en danger. Oui. C'est ou la traque ou l'interception, quoi. Moi, c'est vraiment le gros défaut de l'épisode. Pour le reste, j'ai adoré, mais pour moi, c'était quand même le gros défaut de l'épisode, quoi. Mais sinon, pour tout le reste, c'est plein de... Ouais, mais regarde, c'est amené aussi d'une façon différente, puisque là, c'est un croiseur qui te bloque l'hyperespace. Ah, mais ça, par contre, ça fait partie des... Donc, je me dis, quelque part, si tu redécomposes l'épisode, c'est quand même, en plus, très bien amené et super logique. Parce qu'effectivement, ce vaisseau, une fois qu'il est sorti de l'hyperespace, il se fait capturer. Je remets pas en cause tout le reste, si tu veux, parce que effectivement, c'est plein de trouvailles, non seulement technologiques, mais scénaristiques et même de dialogues, de petites finesses comme ça, de plein d'eggs en fait dedans. Mais c'est ça, c'est le seul gros défaut de l'épisode. Mais ça n'empêche pas que c'est un épisode qui est très bon. Et puis j'ai adoré moi la relation entre Kanan et puis Rex, qu'on voit évoluer. Ce côté frères ennemis, c'est un peu les deux gros personnages charismatiques de l'équipe, et ça fait un peu Cyclope Wolverine, je trouve. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi ce côté où alors ça j'ai adoré, c'est quand Rex enfile l'armure du Stormtrooper et puis il est pas à l'aise, il dit qu'est-ce que c'est que cette merde, etc. Ça aussi c'est un peu la blague méta que tu peux faire au boulot. Oui, bah tu sais, les Stormtroopers c'est quand même mieux que les clones. Bah non, les clones c'est mieux que les Stormtroopers, voilà. Et puis il y avait le fait aussi qu'il ait pris un peu d'embonpoint aussi, quoi. Oui aussi, oui. Oui, tout à fait. Avec les années. Et oui. Bon, moi, en ce qui me concerne, du coup, t'as dit beaucoup de choses, hein, Loïc, mais moi, mon gros coup de cœur, et du coup, quand on le regardait, je disais, oh ouais, vous avez vu ça, je l'ai vu dans les romans, tu vois. Donc c'était, c'est le côté un peu, moi je savais. Ouais, moi je savais, voilà. moi je connais. Et du coup, j'arrêtais pas de leur dire, regardez, vous voyez les boules là, et ben c'est pas le même que les autres, et grâce aux boules, en fait, c'est ça qui fait que ça bloque dans l'hyperespace. Ah ouais, et tout, et donc. Tu fais un peu le malin, quoi, parce que t'as du c'est passif, facile avec tes propres enfants, dis donc. Ouais. Non, mais du coup, il y avait même mon ami et tout, je lui expliquais. Bon, ah oui. Elle a dû se dire, il est vraiment relou, quoi, lui, mais bon, moi, ça m'a poilé, quoi. J'étais content, et voilà, il y a eu plein de détails, vraiment, qu'on vient d'évoquer. Vraiment, c'est des petits détails, c'est comme quand, à la Star Wars, je trouve que quand tu regardes finalement les films, ce qui est surtout appréciable, principalement dans la trilogie, ces petits dialogues, ces répliques, qui sonnent tellement bien, qui sont tellement bien trouvés, qui paraissent anodines, mais qui en fait font toute la force du truc et font que tu vas le regarder une deuxième fois et que tu vas vraiment l'apprécier pour ces petits détails. Bah, il y a, on disait tout à l'heure que notamment l'épisode avec Hondo était vide
même de petites choses. Bah là, c'est totalement l'inverse. C'est plein, mais même de petites choses qui font, qui agglutinent ensemble tous ces éléments pour donner un très bon épisode. Ça vaudrait le coup de vérifier, parce que je me rappelle que sur The Clone Wars, à l'époque où on faisait les critiques, fonction des scénaristes de l'épisode, parce qu'ils avaient des scénaristes indépendants, et bien fonction du scénariste, on avait des plus ou moins bons épisodes. Ouais, c'est possible que ça se retrouve aussi. Et là, bon, c'est dommage, j'ai pas pensé à le vérifier avant de préparer qui a écrit l'épisode. Alors moi, je l'ai sous les yeux. Bah bien, vas-y. C'est Brad Rao et Matt Michnovetz. Alors, Brad Rao, on lui doit aussi Always to the Air. Ah bah voilà, celui-là qui est avec le 5e frère et la 7e sœur. Ouais. Et Matt Michnovetz, on lui doit le siège de l'hôtel carrément. Ah non, pardon, Lost Commanders. Ah bah voilà, ça s'explique. Je voyais premier, bien sûr. Non, mais ça s'explique quelque part. Qui a fait l'épisode avec Hondo? Ce serait pas le mec qui a fait les sœurs, là Alors, l'épisode avec Hondo, c'était Broken Horn. Ouais. Non, c'est Brother of the Broken Horn. Si, ouais, c'est ça. Et ben, ce sera pour le prochain. Bon. en tout cas, le suivant. Ça permet de dire quand même qu'effectivement, oui, si les épisodes sont inégaux, ça peut aussi être lié aux réalisateurs qui sont inégaux, quoi, peut-être. Ouais, c'est quand même dommage. Et d'ailleurs, si ça permet un lien, on a J.J. Abrams pour l'épisode 7. Quand on va avoir Jurassic World qui va nous faire l'épisode 9, qu'est-ce que ça va donner, quoi? Voilà, tu as très peur, moi je n'ai pas aussi peur que toi. Ouais, moi je suis vraiment je suis anxieux, quoi. Je me dis waouh, qu'est-ce qu'il va nous faire, quoi. Donc à voir, quoi, à voir, mais voilà, ça veut bien dire que voilà, quand tu changes de réalisateur ou de scénariste, tu sais pas. Puis en plus Laurence Kasdan qui va se barrer, waouh. Où on va, quoi. Et surtout qu'ils ont donné des lignes directives pour les deux suivants, mais ils savent pas vraiment comment ils vont finir le truc, quoi. Après il y a quand même Kathleen Kennedy qui est là pour tout chapeauter, donc faut pas non plus faire trop de mourons pour la continuité de l'histoire. Je pense que c'est entre de bonnes mains quand même. Après, pour moi, la référence c'était Gigi et Laurence Kasdan, hein. Mais bon. Attends, on n'a pas vu le résultat de Gigi. Non, mais on est encore déçu. Je suis sûr que ça va être bon. Juste, alors, rapidement, est-ce qu'on peut donner une note à cet épisode? Ah bah bien sûr. Eh oui. Et moi j'ai mis 19. Ah ouais. Ah oui, pour Monsieur moi ça ne rigole pas, là. Ah ouais, non, ça m'a vraiment emballé. Céline? Ouais, je disais 18, je pense. Ah ouais. Moi aussi, j'étais vraiment emballé. Il y a tout. Vivement la suite, ça. Ah, moi, j'ai trouvé cool, mais moi, je mettrais un 16, 17, allez, pour les petits. Parce que vraiment, le côté on se déguise, on va chercher le prisonnier, c'est vraiment Ouais, j'aurais du mal à monter au-dessus de 16, quoi. Vraiment, ça m'a piqué. Pourtant, ça tout le prouve reste aussi à quel point l'Empire n'apprend pas de ses erreurs, hein. Ouais, mais justement, j'ai du mal à y croire. Si les mecs sont si bons que ça, enfin après, c'est pareil, quand une organisation grossit, tu recrutes forcément des brels, hein, forcément dans le... Surtout si tu veux les contrôler. Oui. Donc voilà. Moi, je suis du coup pour un des seuls épisodes où je suis un peu en dessous de vous. Non pas que je l'ai pas aimé, mais il y a ce truc-là qui m'a piqué. Juste pour information, donc je tiens à donner l'évolution un petit peu des diffusions en fait. On était quand même pour le premier pilote de la saison 1, on était à quasiment 3 millions de téléspectateurs. Après, au fur et à mesure des épisodes de la saison 1, on est passé de 1 million, on s'est descendu dans les 600 000 pour finir à plus de 700 000 sur la fin de la saison 1. Et quand on est sur Star Wars Rebels, donc saison 2, on a fait un démarrage assez timide à peine 600 000 pour l'épisode pilote. Et là, globalement, à chacun de ces épisodes, on tourne autour de 500 000 téléspectateurs. Ça veut dire que quand même, c'est moins suivi que la saison 1. Sauf si on fait une moyenne de la saison 1. Il serait intéressant de faire la moyenne globale de la saison 1 pour voir si, en fait, voilà. Maintenant, si Disney a renouvelé la saison 3 déjà pour une saison 3, c'est que c'est des chiffres qui leur conviennent. Ah oui, tout à fait, mais j'ai presque envie de dire que, à mon avis, l'objectif, c'est pas tant la diffusion, hein, parce que ça reste quand même, je crois, c'est la deuxième série, je crois, la plus regardée chez la cible désirée, en fait. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est pas mal. Donc ça veut dire que, je sais plus quelle est la première, mais donc ça veut dire que c'est une série qui marche très très bien, donc ça marche moins bien que la saison 1 en termes de diffusion. Alors après c'est pareil, on ne tient pas compte là-dedans de tous les mecs qui vont acheter le DVD, qui vont les avoir sur Netflix, sur iTunes, etc. On est sur première diffusion sur la chaîne, hein.
Donc ça veut pas dire grand chose, quoi, puisqu'après il y a aussi ceux qui vont l'avoir en DVD ou ceux qui vont les ripper, etc. Ouais, mais en général c'est proportionnel, donc ça te donne une bonne idée. Oui, tout à fait. De comparaison, en tout bon, cas. par contre, et puis clairement, l'objectif, voilà, c'est aussi de maintenir du Star Wars à l'écran. Il reste quand même deuxième meilleure série des États-Unis. J'aimerais bien d'ailleurs savoir ce que c'était la première. Je sais plus où j'avais eu cette information. Et ça veut dire aussi que voilà, derrière, je pense que en termes de marketing, quand tu vas dans les magasins, rien qu'en France, comme t'es saturé de Star Wars Rebels, j'imagine même pas aux États-Unis. Voilà, à mon avis, ils vont largement se rembourser avec ça. Si ce n'est déjà fait. Oui, si ce n'est déjà fait. Je crois que, je sais plus, j'avais entendu une info, par exemple, rien que sur l'épisode 7, tous les je me demande si c'était pas 2 milliards qu'ils ont récupéré de profit rien que sur les produits dérivés, quoi. Il me semble que sur les produits dérivés et sur la sortie du film et de Battlefront, on a dépassé le coût d'achat qui était de 4 de la milliards. licence, qui était de 4 milliards. Ouais. Bon, alors, Déjà après, c'est peut-être ça, alors, puisque moi j'avais noté 2 milliards de bénéfices, donc si ça se trouve, ils ont peut-être bien redépensé à nouveau 2 milliards, tu vois, si tu dis qu'ils ont rentré 4 milliards, ils vont peut-être redépenser 2 milliards d'investissement, derrière, pour produire. Et, de toute façon, bon, ils sont pas perdants. Non, il y a fort à parier que même dans 2-3 ans, ils seront largement déjà dépassés, rentabilisés sur je sais pas combien de temps, quoi. Donc voilà, on peut peut-être dire rapidement les deux synopsis des 2 épisodes qui vont être à venir, même si toi, donc Loïc, tu as pu en voir un des 2 puisqu'il est sorti tout récemment. Balance-nous le synopsis, fais-nous envie, mais sans trop nous en dire, faut pas nous spoiler, quoi. Alors, les inquisiteurs sont à la recherche d'enfants sensibles à la force, et évidemment, Ezra et Kanan ne resteront pas insensibles à cette recherche. Voilà le synopsis. Ah, c'est bien. J'espère que j'ai été assez cryptique. Voilà. J'ai cru voir une photo, il y avait un espèce de bébé hitorien, c'est ça ? Oui, je pense que... Alors, il me semble pas que ce soit dit dans l'épisode, mais il me semble que l'action se déroule sur Itor. En tout cas, c'est ce que j'ai noté moi dans mes notes. Ah, sur Itor, bien. Ouais, bien. Et donc je trouvais ça vachement bien. Et on voit beaucoup d'Itoriens, du coup ? C'est ce qui m'a fait dire qu'on était bien sur Itor, c'est qu'il y a pas mal d'Itoriens. Après, ils sont pas non plus aussi... Enfin, ils prennent pas autant de place, je trouve, que... Ils auraient dû le prendre. Que ceux qu'on pourrait avoir dans une ville sur une planète de cette taille. Par contre, ce que j'ai noté quand même, c'est que on ressent bien pour moi le côté itorien. D'accord. Mais pour moi, c'est une planète qui ressemble à ce qu'on aurait sur Terre, bizarrement. Pas dans l'environnement, mais dans la ville. Et assez proche de ce qui était décrit dans l'UE, par exemple. Et sincèrement, je n'ai absolument aucun souvenir de la façon dont était décrite Itor dans l'UE Legend. Je me souviens pas. J'avais le souvenir qu'elle cramait dans le NOJ, quoi. Ouais, mais sincèrement, je me souviens plus du tout. Mais je crois que c'était plutôt une planète végétale de mémoire, mais. Là, on voit pas beaucoup de végétaux. Ouais. Ça ressemble, c'est assez désertique. J'ai du mal à capter si c'est une planète saline, plutôt désertique ou avec une roche très très claire. Et puis il y a des tas de villes en fait. Ça fait des donc c'est un villes arrondies, quoi. Épisode que t'as aimé donc. C'est un épisode que j'ai même, je peux déjà donner ma note, sur lequel j'avais mis 18 sur 20. Bon, du coup, ça m'en joue pour vendredi soir, tu vois. Et donc, du coup, puis, ils nous ont annoncé le synopsis de l'épisode 9, donc qui sera le 10 si on compte l'épisode pilote qui est 1. Alors que l'Empire attaque la flotte rebelle sur Garel, donc, Kanan et Ezra retournent sur Lothal, génial, et découvrent un ancien prisonnier au courant de certaines choses sur les parents d'Ezra. Les parents d'Ezra, vous savez qu'on avait déjà entreaperçu a priori dans la bande-annonce, donc, on va enfin développer cette intrigue-là. Quand même pose question, même si on peut imaginer le genre de choses qu'on va dire. Donc, écoutez, du coup, comment vous vous sentez pour la suite de cette saison ? Moi, plutôt enjoué. J'ai hâte d'en savoir plus. Encore une fois, j'espère qu'il y aura d'autres liens avec Star Wars Rebels et qu'on éclairera nos lanternes sur les petits points dont on a parlé aujourd'hui. C'est vraiment, je vais la suivre avec plaisir. Je sais pas par contre s'il y a une pause. Ça me fait assez peur parce que je trouverais ça dommage. Mais voilà. La pause avait été faite l'année dernière parce qu'ils avaient que 13 épisodes. Là, voilà, c'est pour ça. Peut-être. C'est ça. La question c'est est-ce qu'il y aura une pause ou pas du tout. Céline ? Moi aussi, le début ça me donne plutôt envie. Surtout que moi j'ai enchaîné directement avec le siège de Lothal. Je l'avais pas vu en fait jusque-là. Donc l'impression globale de la saison 2 en est d'autant meilleure que elle inclut pour moi le siège de Lothal, quoi. Alors j'espère que ça va te donner envie de regarder The Clone Wars quand même. Faudra, oui. Ça pourrait être rigolo après d'avoir ton retour justement,
de quelqu'un qui a commencé par voir Star Wars Rebels et à voir The Clone Wars ensuite. Ce serait d'ailleurs un point de vue assez inédit. Et donc, nous allons conclure l'émission là-dessus. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur Star Wars Rebels. Donc il y a pas mal de points d'interrogation qu'on a laissés par email à studio@starwars.direct, sur l'article de l'épisode sur notre site Star Wars en direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter et notre chaîne YouTube. Donc de la part de Céline, Loïc et moi-même, nous vous souhaitons une excellente diffusion pour votre futur film. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Merci. Bon film à tous.